avec le président russe Vladimir Poutine, fait le 6 février 2024 vers 19 h dans le bâtiment derrière nous, qui est bien sur le Kremlin. L'interview, comme vous le verrez en la regardant, porte avant tout sur la guerre en cours, la guerre en Ukraine, comment elle a commencé, ce qui se passe, plus actuellement, comment elle pourrait se terminer. Une note avant de regarder. Au début de l'interview, nous avons posé la question la plus évidente, à savoir pourquoi avez-vous fait cela? Avez-vous ressenti une menace physique imminente? Et c'est votre justification. Et la réponse que nous avons reçue nous a choqués. Poutine a parlé pendant très longtemps, probablement une demi-heure, de l'histoire de la Russie en remontant au 8e siècle. Et honnêtement, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une technique d'obstruction systématique et avons trouvé cela ennuyeux et l'avons interrompu à plusieurs reprises. Et il a répondu qu'il était ennuyé par l'interruption. Mais nous avons finalement conclu, pour ce que ça vaut, que il ne s'agissait pas d'une technique d'obstruction systématique. Il n'y avait pas de limite de temps pour l'entretien. Nous y avons mis fin après plus de 2 heures. Au contraire, ce que vous allez voir nous a semblé sincère, que vous soyez d'accord ou non. Vladimir Poutine estime que la Russie a des revendications historiques sur certaines parties de l'Ukraine occidentale. Notre avis serait donc de le considérer sous cet angle, comme une expression sincère de ce qu'il pense. Et avec ça, le voici. Monsieur le Président, merci. Le 22 février 2022, vous vous êtes adressé à votre pays dans un discours à l'échelle nationale lorsque le conflit en Ukraine a éclaté. Et vous avez dit que vous agissiez parce que vous étiez arrivé à la conclusion que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'OTAN, pourraient lancer, je cite, une attaque surprise contre notre pays. Et aux oreilles américaines, cela semble paranoïaque. Dites-nous pourquoi vous pensez que les États-Unis pourraient frapper la Russie à l'improviste. Comment en avez-vous conclu? Ce n'est pas que l'Amérique, les États-Unis, allaient lancer une frappe surprise contre la Russie. Je n'ai pas dit ça. Avons-nous un talk-show ou une conversation sérieuse? Voici la citation. Merci. C'est une série formidable. Parce que votre formation de base est en histoire, d'après ce que je comprends. Oui. Oui. Donc, si cela ne vous dérange pas, je ne prendrai que 30 secondes ou 1 minute pour vous donner une brève référence à l'histoire afin de vous donner un petit aperçu historique. S'il te plaît. Voyons d'où vient notre relation avec l'Ukraine. D'où vient l'Ukraine? L'État russe a commencé à se constituer en un État centralisé, et on considère que c'est l'année de la création de l'État russe en 862, lorsque les habitants de Novgorod ont invité un prince Vareg, Rurik, de Scandinavie à régner. En 1862, la Russie a célébré le 1000e anniversaire de son statut d'État et à Novgorod se trouve un mémorial dédié au 1000e anniversaire du pays. En 882, le successeur de Rurik, le prince Oleg, qui jouait en fait le rôle de régent auprès du jeune fils de Rurik, car Rurik était décédé à ce moment-là, vint à Kiev. Il a évincé 2 frères qui avaient apparemment été membres de l'équipe de Rurik. La Russie commença alors à se développer avec 2 centres de pouvoir, Kiev et Novgorod. La date suivante très importante dans l'histoire de la Russie fut 988. Ce fut le baptême de la Russie, lorsque le prince Vladimir, arrière-petit-fils de Rurik, baptisa la Russie et adopta l'orthodoxie, ou le christianisme oriental. À partir de cette époque, l'État russe centralisé a commencé à se renforcer. Pourquoi? Grâce à un territoire unique, des liens économiques intégrés, une seule et même langue, après le baptême de la Russie, la même foi et le même règne du prince, l'État russe centralisé a commencé à prendre forme. Au Moyen Âge, le prince Yaroslav le Sage a introduit l'ordre de succession au trône. Mais après son décès, les choses sont devenues compliquées pour diverses raisons. Le trône n'était pas transmis directement de père en fils aîné, mais du prince décédé à son frère, puis à ses fils dans différentes lignées. Tout cela a conduit à la fragmentation et à la fin de la Russie en tant qu'État unique. Il n'y avait rien de spécial là-dedans. La même chose se passait alors en Europe. Mais l'État russe fragmenté est devenu une proie facile pour l'empire créé plus tôt par le roi Iskan. Ses successeurs, à savoir Batu-Khan, sont venus en Russie, ont pillé et ruiné presque toutes les villes. La partie sud, y compris Kiev, et quelques autres villes, a tout simplement perdu son indépendance, tandis que les villes du nord ont conservé une partie de leur souveraineté.
Ils durent payer tribut à la Horde, mais ils réussirent à préserver une partie de leur souveraineté. C'est alors qu'un État russe unifié a commencé à prendre forme, avec son centre à Moscou. La partie sud des terres russes, y compris Kiev, a commencé à graviter progressivement vers un autre aimant, le centre qui émergeait en Europe. C'était le Grand-Duché de Lituanie. On l'appelait même le duché russe lituanien parce que les Russes étaient un, mais l'État russe fragmenté est devenu une proie facile pour l'empire créé plus tôt par le roi Iscan. Ses successeurs, à savoir Batu-Khan, sont venus en Russie, ont pillé et ruiné presque toutes les villes. La partie sud, y compris Kiev, et quelques autres villes, a tout simplement perdu son indépendance, tandis que les villes du nord ont conservé une partie de leur souveraineté. Ils durent payer tribut à la Horde, mais ils réussirent à préserver une partie de leur souveraineté. C'est alors qu'un État russe unifié a commencé à prendre forme, avec son centre à Moscou. La partie sud des terres russes, y compris Kiev, a commencé à graviter progressivement vers un autre aimant, le centre qui émergeait en Europe. C'était le Grand-Duché de Lituanie. On l'appelait même le duché russe lituanien parce que les Russes étaient un, mais l'État russe fragmenté est devenu une proie facile pour l'empire créé plus tôt par le roi Iscan. Ses successeurs, à savoir Batu-Khan, sont venus en Russie, ont pillé et ruiné presque toutes les villes. La partie sud, y compris Kiev, et quelques autres villes, a tout simplement perdu son indépendance, tandis que les villes du nord ont conservé une partie de leur souveraineté. Ils durent payer tribut à la Horde, mais ils réussirent à préserver une partie de leur souveraineté. C'est alors qu'un État russe unifié a commencé à prendre forme, avec son centre à Moscou. La partie sud des terres russes, y compris Kiev, a commencé à graviter progressivement vers un autre aimant, le centre qui émergeait en Europe. C'était le Grand-Duché de Lituanie. On l'appelait même le duché russe lituanien parce que les Russes étaient une partie importante de cette population. Ils parlaient l'ancienne langue russe et étaient orthodoxes. Mais ensuite il y a eu une unification, l'union du Grand-Duché de Lituanie et du Royaume de Pologne. Quelques années plus tard, une autre union est signée, mais cette fois déjà dans le domaine religieux. Certains prêtres orthodoxes sont devenus subordonnés au pape. Ainsi, ces terres sont devenues une partie de l'État polono-lituanien. Pendant des décennies, les Polonais se sont livrés à la polonisation de cette partie de la population. Ils y ont introduit une langue, ont essayé d'ancrer l'idée que cette population n'était pas exactement des Russes, que parce qu'ils vivaient en marge, ils étaient des Ukrainiens. À l'origine, le mot ukrainien signifiait qu'une personne vivait à la périphérie de l'État, en marge, ou était engagée dans un service de patrouille frontalière. Il ne s'agissait pas d'un groupe ethnique particulier. Les Polonais essayaient donc par tous les moyens de poloniser cette partie des terres russes et la traitaient en fait assez durement, pour ne pas dire cruellement. Tout cela a conduit au fait que cette partie des terres russes a commencé à lutter pour ses droits. Ils ont écrit des lettres à Varsovie pour exiger que leurs droits soient respectés et que des personnes soient envoyées ici, y compris à Kiev. Je vous demande pardon, pouvez-vous nous dire à quelle période, je ne sais plus où nous en sommes dans l'histoire de l'oppression polonaise, qu'elle était au XIIIe siècle. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé plus tard. Et donner les dates pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et en 1654, encore un peu plus tôt, les gens qui détenaient l'autorité sur cette partie des terres russes se sont adressés à Varsovie, je le répète, exigeant qu'ils les envoient aux dirigeants d'origine russe et de foi orthodoxe. Comme Varsovie ne leur répondait pas et rejetait en fait leurs demandes, ils se tournèrent vers Moscou, qui les emmena. Pour que vous ne pensiez pas que j'invente des choses, je vais vous remettre ces documents. Eh bien, il ne semble pas que vous l'inventiez. Je ne sais pas pourquoi c'est pertinent par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Mais quand même, ce sont des documents d'archives, des copies. Voici les lettres de Bogdan Khmelnytsky, l'homme qui contrôlait alors le pouvoir dans cette partie des terres russes qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il a écrit à Varsovie pour exiger que leurs droits soient respectés. Et après avoir reçu un refus, il commença à écrire des lettres à Moscou pour lui demander de les prendre sous la main ferme du tsar de Moscou. Il existe des copies de ces documents. Je les laisse pour votre bon souvenir. Il existe une traduction en russe, vous pourrez la traduire en anglais plus tard. La Russie n'accepterait pas de les admettre immédiatement, en supposant que la guerre avec la Pologne éclate. Néanmoins, en 1654, l'Assemblée pan-russe du haut clergé et des propriétaires fonciers, dirigée par le tsar, qui était l'organe représentatif du pouvoir de l'ancien État russe, décida d'inclure une partie des anciennes terres russes dans le royaume de Moscou.
Comme prévu, la guerre avec la Pologne commença. Cela a duré 13 ans, puis, en 1654, une trêve fut conclue. Étage 32 ans plus tard, je pense, un traité de paix avec la Pologne, appelé paix éternelle, a été signé. Et ces terres, toute la rive gauche du Dniepr, y compris Kiev, sont allées à la Russie, et toute la rive droite du Dniepr est restée en Pologne. Sous le règne de Catherine la Grande, la Russie a récupéré toutes ses terres historiques, y compris celles du sud et de l'ouest. Tout cela a duré jusqu'à la Révolution. Avant la Première Guerre mondiale, l'état-major autrichien s'appuyait sur les idées d'ukrainisation et commençait à promouvoir activement les idées d'Ukraine et d'ukrainisation. Leur motivation était évidente. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils voulaient affaiblir l'ennemi potentiel et s'assurer des conditions favorables dans la zone frontalière. Ainsi, l'idée apparut en Pologne selon laquelle les habitants de ce territoire ne seraient pas vraiment des Russes, mais appartiendraient plutôt à un groupe ethnique particulier, les Ukrainiens, a commencé à être propagée par l'état-major autrichien. Dès le XIXe siècle, des théoriciens prônant l'indépendance de l'Ukraine sont apparus. Tous ont cependant affirmé que l'Ukraine devrait entretenir de très bonnes relations avec la Russie. Ils ont insisté là-dessus. Après la révolution de 1917, les bolcheviks cherchèrent à restaurer l'État et la guerre civile éclata, y compris les hostilités avec la Pologne. En 1921, la paix avec la Pologne fut proclamée. En vertu de ce traité, la rive droite du Dniepr fut à nouveau restituée à la Pologne. En 1939, après que la Pologne ait coopéré avec Hitler, elle a collaboré avec Hitler. Vous savez, Hitler a proposé à la Pologne la paix et un traité d'amitié, une alliance exigeant en échange que la Pologne rende à l'Allemagne la soi-disant porte de la voiture dansante, qui reliait le majeure partie de l'Allemagne avec la Prusse orientale et Königsberg. Après la Première Guerre mondiale, ce territoire fut transféré à la Pologne. Au lieu de Danzig, une ville d'EA a affirmé que l'Ukraine devrait entretenir de très bonnes relations avec la Russie. Ils ont insisté là-dessus. Après la révolution de 1917, les bolcheviks cherchèrent à restaurer l'État et la guerre civile éclata, y compris les hostilités avec la Pologne. En 1921, la paix avec la Pologne fut proclamée. En vertu de ce traité, la rive droite du Dniepr fut à nouveau restituée à la Pologne. En 1939, après que la Pologne ait coopéré avec Hitler, elle a collaboré avec Hitler. Vous savez, Hitler a proposé à la Pologne la paix et un traité d'amitié, une alliance exigeant en échange que la Pologne rende à l'Allemagne la soi-disant porte de la voiture dansante, qui reliait le majeure partie de l'Allemagne avec la Prusse orientale et Königsberg. Après la Première Guerre mondiale, ce territoire fut transféré à la Pologne. Au lieu de Danzig, une ville d'EA a affirmé que l'Ukraine devrait entretenir de très bonnes relations avec la Russie. Ils ont insisté là-dessus. Après la révolution de 1917, les bolcheviks cherchèrent à restaurer l'État et la guerre civile éclata, y compris les hostilités avec la Pologne. En 1921, la paix avec la Pologne fut proclamée. En vertu de ce traité, la rive droite du Dniepr fut à nouveau restituée à la Pologne. En 1939, après que la Pologne ait coopéré avec Hitler, elle a collaboré avec Hitler. Vous savez, Hitler a proposé à la Pologne la paix et un traité d'amitié, une alliance exigeant en échange que la Pologne rende à l'Allemagne la soi-disant porte de la voiture dansante, qui reliait le majeure partie de l'Allemagne avec la Prusse orientale et Königsberg. Après la Première Guerre mondiale, ce territoire fut transféré à la Pologne. Au lieu de Danzig, une ville de Gdansk a émergé. Hitler leur a demandé de le donner à l'amiable, mais ils ont refusé. Bien sûr, ils ont néanmoins collaboré avec Hitler et se sont engagés ensemble dans la partition de la Tchécoslovaquie. Puis-je vous demander si vous faites valoir que l'Ukraine, et certainement certaines parties de l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine, comme en fait la Russie l'a été pendant des centaines d'années. Pourquoi ne l'avez-vous pas accepté lorsque vous êtes devenu président ? Il y a 24 ans, vous avez des armes nucléaires, eux non. S'il s'agit réellement de votre terrain, pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? Je te le dirai. J'y arrive. Ce briefing touche à sa fin. C'est peut-être ennuyeux, mais cela explique beaucoup de choses. Vous ne savez tout simplement pas en quoi c'est pertinent. Bien. Bien. Je suis tellement heureux que vous appréciez cela. Merci. Ainsi, avant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a collaboré avec Hitler. Même si elle n'a pas cédé aux exigences de Hitler, elle a quand même participé avec Hitler à la partition de la Tchécoslovaquie,
car les Polonais n'avaient pas donné le couloir de danse à l'Allemagne et sont allés jusqu'à poussant Hitler à déclencher la Seconde Guerre mondiale en les attaquant. Pourquoi la guerre contre la Pologne a-t-elle commencé le 1er septembre 1939 ? La Pologne s'est avérée intransigeante et Hitler n'avait rien d'autre à faire que de commencer à mettre en œuvre ses plans avec la Pologne. À propos, l'URSS, j'ai lu certains documents archivés, s'est comportée très honnêtement. Elle demanda à la Pologne l'autorisation de faire transiter ses troupes par le territoire polonais pour venir en aide à la Tchécoslovaquie. Mais le ministre polonais des Affaires étrangères de l'époque a déclaré que si les plans soviétiques survolaient la Pologne, ils seraient abattus sur le territoire polonais. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la guerre a commencé et que la Pologne est devenue la proie de la politique qu'elle avait menée contre la Tchécoslovaquie, comme dans le cadre du célèbre pacte Molotov-Ribbentrop. Une partie du territoire, y compris l'ouest de l'Ukraine, devait être cédée à la Russie. Ainsi, la Russie, qui prend alors le nom d'URSS, retrouve ses terres historiques. Après la victoire de la Grande Guerre patriotique, comme nous appelons la Seconde Guerre mondiale, tous ces territoires ont finalement été reconnus comme appartenant à la Russie, à l'URSS. Quant à la Pologne, elle reçut, apparemment en compensation, les terres qui étaient à l'origine allemandes, les parties orientales de l'Allemagne. Ce sont maintenant les terres occidentales de la Pologne. Bien entendu, la Pologne a retrouvé l'accès à la mer Baltique et à Danzig, qui a retrouvé son nom polonais. C'est ainsi que cette situation s'est développée. En 1922, lors de la création de l'URSS, les bolcheviks ont commencé à construire l'URSS et à créer l'Ukraine soviétique, qui n'avait jamais existé auparavant. Droite. Staline a insisté pour que ces républiques soient incluses dans l'URSS en tant qu'entités autonomes. Pour une raison inexplicable, Lénine, le fondateur de l'État soviétique, a insisté pour qu'ils aient le droit de se retirer de l'URSS. Et encore une fois, pour des raisons inconnues, il a transféré à cette nouvelle République soviétique d'Ukraine certaines terres avec les personnes qui y vivaient, même si ces terres n'avaient jamais été appelées Ukraine.et pourtant ils faisaient partie de cette République soviétique d'Ukraine. Ces terres comprenaient la région de la mer Noire, qui a été reçue sous Catherine la Grande et qui n'avait aucun lien historique avec l'Ukraine. Même si l'on remonte à 1654, lorsque ces terres sont revenues à l'Empire russe, ce territoire avait la taille de 3 à 4 régions de l'Ukraine moderne, sans aucune région de la mer Noire. C'était complètement hors de question. En 1654 ? Exactement. Vous avez évidemment une connaissance encyclopédique de cette région, mais pourquoi n'avez-vous pas fait valoir pendant les 22 premières années de votre présidence que l'Ukraine n'était pas un véritable pays ? L'Union soviétique s'est vue attribuer de nombreux territoires qui ne lui avaient jamais appartenu, notamment la région de la mer Noire. À un moment donné, lorsque la Russie les reçut à la suite des guerres russo-turques, on les appela Nouvelle-Russie ou Novorossiya, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Lénine, le fondateur de l'État soviétique, ait fondé l'Ukraine de cette façon. Pendant des décennies, la République soviétique d'Ukraine s'est développée au sein de l'URSS. Et pour des raisons inconnues, les bolcheviks se sont encore engagés dans l'ukrainisation. Ce n'est pas seulement parce que les dirigeants soviétiques étaient composés en grande partie de personnes originaires d'Ukraine. Cela s'explique plutôt par la politique générale d'indigénisation poursuivie par l'Union soviétique. Les mêmes choses ont été faites dans d'autres républiques soviétiques. Cela implique de promouvoir les langues nationales et les cultures nationales, ce qui n'est pas une mauvaise chose en principe. C'est ainsi qu'est née l'Ukraine soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a reçu, outre les terres qui appartenaient à la Pologne avant la guerre, une partie des terres qui appartenaient auparavant à la Hongrie et à la Roumanie. Ainsi, la Roumanie et la Hongrie se sont vues confisquer certaines de leurs terres et les ont données à l'Ukraine soviétique, et elles font toujours partie de l'Ukraine. Donc ce n'est pas seulement parce que les dirigeants soviétiques étaient composés en grande partie de personnes originaires d'Ukraine. Cela s'explique plutôt par la politique générale d'indigénisation poursuivie par l'Union soviétique. Les mêmes choses ont été faites dans d'autres républiques soviétiques. Les mêmes choses ont été faites dans d'autres républiques soviétiques. Cela implique de promouvoir les langues nationales et les cultures nationales, ce qui n'est pas une mauvaise chose en principe. C'est ainsi qu'est née l'Ukraine soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a reçu, outre les terres qui appartenaient à la Pologne avant la guerre, une partie des terres qui appartenaient auparavant à la Hongrie et à la Roumanie. Ainsi,
la Roumanie et la Hongrie se sont vues confisquer certaines de leurs terres et les ont données à l'Ukraine soviétique, et elles font toujours partie de l'Ukraine. Donc dans ce sens, nous avons toutes les raisons d'affirmer que l'Ukraine est un État artificiel façonné selon la volonté de Staline. Pensez-vous que la Hongrie a le droit de reprendre ses terres à l'Ukraine et que les autres nations ont le droit de revenir à leurs frontières de 1654 ? Je ne sais pas s'ils devraient revenir aux frontières de 1654. Mais étant donné l'époque de Staline, le soi-disant régime de Staline, qui, comme beaucoup le prétendent, a été témoin de nombreuses violations des droits de l'homme et des droits d'autres États, on peut dire qu'ils pouvaient revendiquer leurs terres, tout en n'ayant aucun droit de les réclamer. Fais ça. C'est au moins compréhensible. Avez-vous dit à Viktor Orban qu'il pouvait avoir une partie de l'Ukraine ? Jamais. Je ne lui ai jamais dit. Pas une seule fois. Nous n'en avons même pas discuté, mais je sais avec certitude que les Hongrois qui vivent là-bas voulaient retourner sur leur terre historique. De plus, j'aimerais partager avec vous une histoire très intéressante. Je m'éloigne du sujet, c'est personnel. Au début des années 80, j'ai fait un road trip en voiture depuis Leningrad à travers l'Union soviétique en passant par Kiev. A fait escale à Kiev puis s'est rendu dans l'ouest de l'Ukraine. Je suis allé dans la ville de Birgavoie. Et tous les noms des villes et des villages étaient en russe et dans une langue que je ne comprenais pas, en hongrois, en russe et en hongrois. Pas en ukrainien, ni en russe ni en hongrois. Je traversais une sorte de village et il y avait des hommes assis à côté des maisons et ils portaient des costumes 3 pièces noirs et des chapeaux cylindriques noirs. J'ai demandé, est-ce qu'ils sont des sortes d'artistes ? On m'a dit non, ce n'étaient pas des artistes, ce sont des Hongrois. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font ici ? Que veux-tu dire ? C'est leur terre. Ils vivent ici. C'était à l'époque soviétique, dans les années 1980. Ils ont conservé la langue hongroise, les noms hongrois et tous leurs costumes nationaux. Ils sont hongrois et ils se sentent hongrois. Et bien sûr, quand il y a maintenant une infraction. Eh bien, c'est vrai. Et il y en a quand même beaucoup. Je pense que de nombreux pays sont également mécontents de la Transylvanie, comme vous le savez évidemment. Mais de nombreuses nations se sentent frustrées par les frontières redessinées des guerres du XXe siècle et des guerres millénaires, celles que vous avez évoquées. Mais le fait est que vous n'avez fait valoir ce point en public qu'il y a 2 ans, en février. Et dans votre argumentation que j'ai lue aujourd'hui, vous expliquez longuement que vous avez ressenti une menace physique de la part de l'Occident au sein de l'OTAN, y compris potentiellement une menace nucléaire. Et c'est ce qui t'a poussé à déménager. Est-ce une description juste de ce que vous avez dit ? Je comprends que mes longs discours n'entrent probablement pas dans le genre de l'interview. C'est pourquoi je vous ai demandé au début, allons-nous avoir une discussion sérieuse ou un spectacle ? Vous avez dit une conversation sérieuse. Alors soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Nous arrivons au point où l'Ukraine soviétique a été créée. Puis en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et tout ce que la Russie avait généreusement accordé à l'Ukraine a été emporté par cette dernière. J'arrive à un point très important de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Après tout, l'effondrement de l'Union soviétique a été effectivement initié par les dirigeants russes. Je ne comprends pas sur quoi les dirigeants russes étaient guidés à l'époque, mais je soupçonne qu'il y avait plusieurs raisons de penser que tout irait bien. Premièrement, je pense qu'à l'époque les dirigeants russes pensaient que les fondements des relations entre la Russie et l'Ukraine constituaient en fait une langue commune. Plus de 90% de la population parlait russe. Les liens familiaux. Une personne sur 3 avait des liens familiaux ou amicaux. Culture commune. Histoire commune. Enfin, une foi commune, une coexistence avec un seul État depuis des siècles et des économies profondément interconnectées. Tout cela était si fondamental. Tous ces éléments réunis rendent nos bonnes relations inévitables. Le deuxième point est très important. Je veux que vous, en tant que citoyen américain, et vos téléspectateurs en entendiez également parler. Les anciens dirigeants russes pensaient que l'Union soviétique avait cessé d'exister. Et par conséquent, il n'y avait plus de ligne de démarcation idéologique. La Russie a même accepté volontairement et de manière proactive l'effondrement de l'Union soviétique et pensait que cela serait interprété par l'Occident soi-disant civilisé comme une invitation à la coopération et à l'association. C'est ce qu'attendait la Russie, tant de la part des États-Unis que de ce que l'on appelle l'Occident collectif dans son ensemble. Mais il y avait des gens intelligents,
notamment en Allemagne, Egon Bahr, un homme politique majeur du Parti social-démocrate, qui a insisté dans ses conversations personnelles avec les dirigeants soviétiques, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, sur la nécessité d'établir un nouveau système de sécurité. En Europe, il faut aider à l'unification de l'Allemagne, mais il faut également établir un nouveau système. Les anciens dirigeants russes pensaient que l'Union soviétique avait cessé d'exister. Et par conséquent, il n'y avait plus de ligne de démarcation idéologique. La Russie a même accepté volontairement et de manière proactive l'effondrement de l'Union soviétique et pensait que cela serait interprété par l'Occident soi-disant civilisé comme une invitation à la coopération et à l'association. C'est ce qu'attendait la Russie, tant de la part des États-Unis que de ce que l'on appelle l'Occident collectif dans son ensemble. Mais il y avait des gens intelligents, notamment en Allemagne, Egon Bahr, un homme politique majeur du Parti social-démocrate, qui a insisté dans ses conversations personnelles avec les dirigeants soviétiques, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, sur la nécessité d'établir un nouveau système de sécurité. En Europe, il faut aider à l'unification de l'Allemagne, mais il faut également établir un nouveau système. Les anciens dirigeants russes pensaient que l'Union soviétique avait cessé d'exister. Et par conséquent, il n'y avait plus de ligne de démarcation idéologique. La Russie a même accepté volontairement et de manière proactive l'effondrement de l'Union soviétique et pensait que cela serait interprété par l'Occident soi-disant civilisé comme une invitation à la coopération et à l'association. C'est ce qu'attendait la Russie, tant de la part des États-Unis que de ce que l'on appelle l'Occident collectif dans son ensemble. Mais il y avait des gens intelligents, notamment en Allemagne, Egon Bahr, un homme politique majeur du Parti social-démocrate, qui a insisté dans ses conversations personnelles avec les dirigeants soviétiques, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, sur la nécessité d'établir un nouveau système de sécurité. En Europe, il faut aider à l'unification de l'Allemagne, mais il faut également établir un nouveau système pour inclure les États-Unis, le Canada, la Russie et d'autres pays d'Europe centrale. Mais l'OTAN n'a pas besoin de s'étendre. C'est ce qu'il a dit. Si l'OTAN s'élargit, tout serait exactement comme pendant la guerre froide, mais plus près des frontières russes. C'est tout. C'était un vieil homme sage, mais personne ne l'écoutait. En fait, il s'est mis en colère une fois. Si, dit-il, vous ne m'écoutez pas, je ne remettrai plus jamais les pieds à Moscou. Tout s'est passé exactement comme il l'avait dit. Eh bien sûr, cela s'est réalisé. Et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. Je pense que c'est un bon argument. Et beaucoup en Amérique pensaient que les relations entre la Russie et les États-Unis se rétabliraient avec l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, mais c'est le contraire qui s'est produit. Mais vous n'avez jamais expliqué pourquoi vous pensez que cela s'est produit, sauf pour dire que l'Occident craint une Russie forte, alors que nous avons une Chine forte dont l'Occident ne semble pas avoir très peur. À votre avis, qu'en est-il de la Russie qui a convaincu les décideurs politiques qu'ils devaient le supprimer ? L'Occident a plus peur d'une Chine forte que d'une Russie forte, car la Russie compte 150 millions d'habitants et la Chine 1,5 milliard d'habitants, et son économie croît à pas de géant, soit 5% par an. Avant, c'était encore plus, mais c'est suffisant pour la Chine. Comme Bismarck l'a dit un jour, les potentiels sont les plus importants. Le potentiel de la Chine est énorme. C'est aujourd'hui la plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d'achat et de taille de l'économie. Il a déjà dépassé les États-Unis depuis longtemps et connaît une croissance rapide. Ne parlons pas de qui a peur de qui. Ne raisonnons pas en ces termes. Et parlons du fait qu'après 1991, alors que la Russie espérait être accueillie dans la famille fraternelle des nations civilisées, rien de tel ne s'est produit. Vous nous avez trompés. Je ne parle pas de vous personnellement quand je dis vous. Bien sûr, je parle des États-Unis. La promesse était que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Mais c'est arrivé 5 fois. Il y a eu 5 vagues d'expansion. Nous avons toléré tout cela. Nous essayions de les convaincre. Nous disions. S'il vous plaît, ne le faites pas. Nous sommes aussi bourgeois que vous. Nous sommes dans une économie de marché et il n'y a pas de pouvoir de parti communiste. Négocions. D'ailleurs, je l'ai également dit publiquement auparavant. Il y a eu un moment où une certaine rupture a commencé à se creuser entre nous. Avant cela, Yeltsin était venu aux États-Unis. Souviens-toi ? Il a pris la parole au Congrès et a prononcé de bonnes paroles. Dieu bénisse l'Amérique.
Tout ce qu'il disait était un signal. Laissez-nous entrer. Vous souvenez-vous des développements en Yougoslavie avant qu'Yeltsin ne soit comblé d'éloges? Dès que les événements en Yougoslavie ont commencé, il a élevé la voix en faveur des Serbes, et nous n'avons pas pu ne pas élever la voix en faveur des Serbes pour leur défense. Je comprends qu'il y avait des processus complexes en cours là-bas, je le sais. Mais la Russie n'a pas pu s'empêcher d'élever la voix en faveur des Serbes, parce que les Serbes sont aussi une nation spéciale et proche de nous, avec une culture orthodoxe, etc. C'est une nation qui a tant souffert pendant des générations. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'Yeltsin ait exprimé son soutien. Qu'ont fait les États-Unis? En violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, elle a commencé à bombarder Belgrade. Ce sont les États-Unis qui ont laissé le génie sortir de la bouteille. De plus, lorsque la Russie a protesté et exprimé son ressentiment, ce qui a été dit, la Charte des Nations Unies et le droit international sont devenus obsolètes. Aujourd'hui, tout le monde invoque le droit international, mais à l'époque, on a commencé à dire que tout était dépassé. Il fallait tout changer. En effet, certaines choses doivent être modifiées à mesure que l'équilibre des pouvoirs a changé. C'est vrai, mais pas de cette manière. Yeltsin a été immédiatement traîné dans la boue, accusé d'alcoolisme. De ne rien comprendre, de ne rien savoir. Il a tout compris, je vous l'assure. Eh bien, je suis devenu président en 2000. Je me suis dit, d'accord, la question yougoslave est terminée, mais nous devrions essayer de rétablir les relations. Rouvrons la porte par laquelle la Russie a tenté de passer. Et d'ailleurs, je l'ai dit publiquement, je ne peux pas le répéter. Lors d'une réunion ici au Kremlin avec le président sortant, Bill Clinton, ici même dans la pièce voisine, je lui ai demandé, Bill, pensez-vous que si la Russie demandait à rejoindre l'OTAN, pensez-vous que cela se produirait? Soudain, il a dit, vous savez, c'est intéressant. Je pense que oui. Mais le soir, quand nous nous sommes retrouvés pour dîner, il a dit, vous savez, j'ai parlé à mon équipe. Non, non, ce n'est pas possible maintenant. Tu peux lui demander. Je pense qu'il regardera notre interview. Il le confirmera. Je n'aurais pas dit une chose pareille si cela n'était pas arrivé. D'accord. Étiez-vous sincère? C'est impossible maintenant. Auriez-vous rejoint l'OTAN? Écoute, j'ai posé la question, est-ce possible ou pas? Et la réponse que j'ai eue a été non. Si je n'étais pas sincère dans mon désir de découvrir ce que rouvrons la porte par laquelle la Russie a tenté de passer. Et d'ailleurs, je l'ai dit publiquement, je ne peux pas le répéter. Lors d'une réunion ici au Kremlin avec le président sortant, Bill Clinton, ici même dans la pièce voisine, je lui ai demandé, Bill, pensez-vous que si la Russie demandait à rejoindre l'OTAN, pensez-vous que cela se produirait? Soudain, il a dit, vous savez, c'est intéressant. Je pense que oui. Mais le soir, quand nous nous sommes retrouvés pour dîner, il a dit, vous savez, j'ai parlé à mon équipe. Non, non, ce n'est pas possible maintenant. Tu peux lui demander. Je pense qu'il regardera notre interview. Il le confirmera. Je n'aurais pas dit une chose pareille si cela n'était pas arrivé. D'accord. Étiez-vous sincère? C'est impossible maintenant. Auriez-vous rejoint l'OTAN? Écoute, j'ai posé la question, est-ce possible ou pas? Et la réponse que j'ai eue a été non. Si je n'étais pas sincère dans mon désir de découvrir ce que rouvrons la porte par laquelle la Russie a tenté de passer. Et d'ailleurs, je l'ai dit publiquement, je ne peux pas le répéter. Lors d'une réunion ici au Kremlin avec le président sortant, Bill Clinton, ici même dans la pièce voisine, je lui ai demandé, Bill, pensez-vous que si la Russie demandait à rejoindre l'OTAN, pensez-vous que cela se produirait? Soudain, il a dit, vous savez, c'est intéressant. Je pense que oui. Mais le soir, quand nous nous sommes retrouvés pour dîner, il a dit, vous savez, j'ai parlé à mon équipe. Non, non, ce n'est pas possible maintenant. Tu peux lui demander. Je pense qu'il regardera notre interview. Il le confirmera. Je n'aurais pas dit une chose pareille si cela n'était pas arrivé. D'accord. Étiez-vous sincère? C'est impossible maintenant. Auriez-vous rejoint l'OTAN? Écoute, j'ai posé la question, est-ce possible ou pas? Et la réponse que j'ai eue a été non.
Si je n'étais pas sincère dans mon désir de découvrir ce que la position de leader était. Mais s'il avait dit oui, auriez-vous rejoint l'OTAN? S'il avait dit oui, le processus de rapprochement aurait commencé, éventuellement, il aurait pu se produire si nous avions perçu un souhait sincère de la part de nos partenaires. Mais cela ne s'est pas produit. Eh bien, non, c'est non. D'accord, très bien. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Juste pour en arriver au motif. Je sais que tu es clairement amer à ce sujet. Je comprends. Mais pourquoi pensez-vous que l'Occident vous a alors repoussé? Pourquoi cette hostilité? Pourquoi la fin de la guerre froide n'a-t-elle pas arrangé les relations? Qu'est-ce qui motive cela de votre point de vue? Vous avez dit que j'étais amer à propos de la réponse. Non, ce n'est pas de l'amertume. C'est juste une déclaration de fait. Nous ne sommes pas des mariés, de l'amertume, du ressentiment. Il ne s'agit pas de ce genre de questions dans de telles circonstances. Nous venons de réaliser que nous n'étions pas les bienvenus là-bas. C'est tout. D'accord, très bien. Mais construisons nos relations d'une autre manière. Cherchons un terrain d'entente ailleurs. Pourquoi nous avons reçu une réponse aussi négative, vous devriez demander à vos dirigeants. Je ne peux que deviner pourquoi. Un pays trop grand avec sa propre opinion, etc. Et les États-Unis? J'ai vu comment les problèmes sont résolus au sein de l'OTAN. Je vais maintenant vous donner un autre exemple concernant le fait que les dirigeants ukrainiens exercent des pressions et que tous les membres de l'OTAN votent docilement, même s'ils n'aiment pas quelque chose. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé à cet égard avec l'Ukraine en 2008, même si cela est en discussion. Je ne vais pas vous dévoiler un secret, vous dire quoi que ce soit, mais après cela, nous avons essayé de construire des relations de différentes manières. Par exemple, les événements au Moyen-Orient, en Irak. Nous construisions nos relations avec les États-Unis de manière très douce, prudente. J'ai soulevé à plusieurs reprises la question selon laquelle les États-Unis ne devraient pas soutenir le séparatisme ou le terrorisme dans le Caucase du Nord. Mais ils continuent quand même à le faire. Et les États-Unis et leurs satellites ont apporté un soutien politique, informationnel, financier, voire militaire, aux groupes terroristes du Caucase. J'ai déjà soulevé cette question avec mon collègue, également président des États-Unis. Il dit, c'est impossible. Avez-vous une preuve? J'ai dit oui. J'étais préparé à cette conversation et je lui ai donné cette preuve. Il l'a regardé, et tu sais ce qu'il a dit? Je m'excuse, mais c'est ce qui s'est passé. Je vais citer. Il dit, eh bien, je vais leur botter le cul. Nous avons attendu une réponse. Il n'y eut pas de réponse. J'ai dit au directeur du FSB, écrivez à la CIA, quel est le résultat de la conversation avec le président? Il a écrit une fois, 2 fois, puis nous avons reçu une réponse. Nous avons la réponse dans les archives. La CIA a répondu, nous travaillons avec l'opposition en Russie, nous pensons que c'est la bonne chose à faire et nous continuerons à le faire. Juste ridicule. Bon, d'accord, on s'est rendu compte que c'était hors de question. Force qui s'oppose à vous. Vous dites que la CIA essaie de renverser votre gouvernement. Bien sûr, il s'agissait dans ce cas précis des séparatistes, des terroristes qui ont combattu à nos côtés dans le Caucase. C'est ce qu'ils ont appelé l'opposition. C'est le deuxième point. Le troisième moment est très important. C'est le moment où le système de défense antimissile américain a été créé. Le début. Nous avons longtemps persuadé de ne pas le faire aux États-Unis. De plus, après avoir été invité par le père de Bush Jr., Bush Senior, à visiter sa propriété au bord de l'océan, j'ai eu une conversation très sérieuse avec le président Bush et son équipe. J'ai proposé que les États-Unis, la Russie et l'Europe créent conjointement un système de défense antimissile qui, selon nous, menacerait notre sécurité s'il était créé unilatéralement, malgré le fait que les États-Unis ont officiellement déclaré qu'il était créé contre les menaces de missiles iraniens. C'est la justification du déploiement du système de défense antimissile. J'ai suggéré de travailler ensemble, la Russie, les États-Unis et l'Europe. Ils ont dit que c'était très intéressant. Ils m'ont demandé, tu es sérieux? J'ai dit, absolument. Puis-je demander en quelle année c'était? Je ne m'en souviens pas. Il est facile de se renseigner sur Internet.
Lorsque j'étais aux États-Unis à l'invitation de Bush Senior, il est encore plus facile d'apprendre de quelqu'un dont je vais vous parler. On m'a dit que c'était très intéressant. J'ai dit, imaginez si nous pouvions relever ensemble un tel défi de sécurité stratégique mondiale. Le monde va changer. Nous aurons probablement des différends, probablement économiques et même politiques, mais nous pourrions changer radicalement la situation dans le monde. Il dit oui et demande, tu es sérieux? J'ai dit, bien sûr. Il faut y réfléchir, me dit-on. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît. Puis le secrétaire à la Défense Gates, ancien directeur de la CIA et secrétaire d'État Rice, est venu ici, dans ce cabinet, ici même à cette table. Ils se sont assis sur cette table. Moi, le ministre des Affaires étrangères, le ministre russe de la Défense de ce côté-là. Ils m'ont dit, oui, nous avons puis-je demander en quelle année c'était? Je ne m'en souviens pas. Il est facile de se renseigner sur Internet. Lorsque j'étais aux États-Unis à l'invitation de Bush Senior, il est encore plus facile d'apprendre de quelqu'un dont je vais vous parler. On m'a dit que c'était très intéressant. J'ai dit, imaginez si nous pouvions relever ensemble un tel défi de sécurité stratégique mondiale. Le monde va changer. Nous aurons probablement des différends, probablement économiques et même politiques, mais nous pourrions changer radicalement la situation dans le monde. Il dit oui et demande, tu es sérieux? J'ai dit, bien sûr. Il faut y réfléchir, me dit-on. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît. Puis le secrétaire à la Défense Gates, ancien directeur de la CIA et secrétaire d'État Rice, est venu ici, dans ce cabinet, ici même à cette table. Ils se sont assis sur cette table. Moi, le ministre des Affaires étrangères, le ministre russe de la Défense de ce côté-là. Ils m'ont dit, oui, nous avons puis-je demander en quelle année c'était? Je ne m'en souviens pas. Il est facile de se renseigner sur Internet. Lorsque j'étais aux États-Unis à l'invitation de Bush Senior, il est encore plus facile d'apprendre de quelqu'un dont je vais vous parler. On m'a dit que c'était très intéressant. J'ai dit, imaginez si nous pouvions relever ensemble un tel défi de sécurité stratégique mondiale. Le monde va changer. Nous aurons probablement des différends, probablement économiques et même politiques, mais nous pourrions changer radicalement la situation dans le monde. Il dit oui et demande, tu es sérieux? J'ai dit, bien sûr. Il faut y réfléchir, me dit-on. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît. Puis le secrétaire à la mais ils étaient néanmoins presque finalisés. Mais après que nous avons retiré nos troupes de Kiev, comme je l'ai déjà dit, l'autre partie a rejeté tous ces accords et a obéi aux instructions des pays occidentaux, des pays européens et des États-Unis pour combattre la Russie jusqu'au bout. De plus, le président ukrainien a légiféré pour interdire toute négociation avec la Russie. Il a signé un décret interdisant à quiconque de négocier avec la Russie. Mais comment allons-nous négocier s'il s'interdit à lui-même et à tout le monde de faire cela? Nous savons qu'il avance quelques idées sur le règlement, mais pour nous mettre d'accord sur quelque chose, nous devons dialoguer. N'est-ce pas vrai? Eh bien, mais vous ne parleriez pas au président ukrainien. Vous parleriez au président américain. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à Joe Biden? Je ne me souviens pas quand je lui ai parlé. Je ne me rappelle pas. Nous pouvons le rechercher. Vous ne vous en souvenez pas? Non, pourquoi dois-je me souvenir d'eux? C'est une évidence. Et les gens réfléchis, non pas les Philistins, mais les gens réfléchis, les analystes, ceux qui sont engagés dans la vraie politique, juste les gens intelligents, comprennent parfaitement que c'est un faux. Ils tentent d'alimenter la menace russe. La menace à laquelle vous faites référence, je pense, est une invasion russe de la Pologne, de la Lettonie et un comportement expansionniste. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne? Seulement dans un cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt pour la Pologne, la Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. C'est juste une campagne de menace. Eh bien, l'argument, je sais que vous le savez, c'est qu'il a envahi l'Ukraine. Il a des objectifs territoriaux à travers le continent. Et vous dites sans équivoque que non. C'est absolument hors de question. Vous n'avez tout simplement pas besoin d'être un analyste.
Cela va à l'encontre du bon sens de s'impliquer dans une sorte de guerre mondiale. Et une guerre mondiale amènerait toute l'humanité au bord de la destruction. C'est évident. Il existe certainement des moyens de dissuasion. Ils ont toujours fait peur à tout le monde avec nous. Demain, la Russie utilisera des armes nucléaires tactiques. Demain, la Russie l'utilisera. Non, après-demain. Et alors ? Afin d'extorquer de l'argent supplémentaire aux contribuables américains et européens lors de la confrontation avec la Russie sur le théâtre de guerre ukrainien. L'objectif est d'affaiblir la Russie autant que possible. L'un de nos principaux sénateurs américains de l'État de New York, Chuck Schumer, a déclaré hier, je crois, que nous devons continuer à financer l'effort ukrainien, sinon les soldats américains et les citoyens pourraient finir par se battre là-bas. Comment évaluez-vous cela ? C'est une provocation, et une provocation bon marché en plus. Je ne comprends pas pourquoi les soldats américains devraient combattre en Ukraine. Il y a des mercenaires américains là-bas. Le plus grand nombre de mercenaires vient de Pologne, suivi par les mercenaires des États-Unis et par les mercenaires de Géorgie en 3e position. Eh bien, si quelqu'un avait le désir d'envoyer des troupes régulières, cela amènerait certainement l'humanité au bord d'un très grave conflit mondial. C'est évident. Les États-Unis en ont-ils besoin ? Pourquoi ? À des milliers de kilomètres de votre territoire national. Tu n'as rien de mieux à faire ? Il y a des problèmes à la frontière, des problèmes de migration, des problèmes avec la dette nationale, qui représente plus de 33 000 milliards de dollars. Vous n'avez rien de mieux à faire, alors vous devriez combattre en Ukraine ? Ne vaudrait-il pas mieux négocier avec la Russie, conclure un accord, en comprenant déjà la situation qui se développe aujourd'hui, en réalisant que la Russie se battra jusqu'au bout pour ses intérêts ? Et en réalisant cela, revenir réellement au bon sens, commencer à respecter notre pays et ses intérêts, et chercher certaines solutions ? Il me semble que c'est beaucoup plus intelligent et rationnel. Qui a fait exploser Nord Stream ? Vous, bien sûr. J'étais occupé ce jour-là. Je n'ai pas fait exploser Nord Stream. Merci quand même. Vous avez peut-être personnellement un alibi, mais la CIA n'a pas un tel alibi. Avez-vous des preuves que l'OTAN ou la CIA l'ont fait ? Vous savez, je n'entrerai pas dans les détails, mais les gens disent toujours que dans ce cas-là, cherchez quelqu'un qui est intéressé. Mais dans ce cas, nous ne devons pas seulement chercher quelqu'un qui est intéressé, mais aussi quelqu'un qui a des capacités. Car il y a peut-être beaucoup de gens intéressés, mais tous ne sont pas capables de couler au fond de la mer Baltique et de réaliser cette explosion. Ces deux composants doivent être connectés. Qui est intéressé et qui est capable de le faire. Mais je suis confus. Je veux dire, c'est le plus grand acte de terrorisme industriel jamais réalisé. Et c'est la plus grande émission de CO2 de l'histoire. D'accord, donc si vous aviez des preuves et vraisemblablement étant donné que vos services de sécurité ou de renseignement vous le feraient, que l'OTAN, les États-Unis, la CIA, l'Occident ont fait cela, pourquoi ne les présenteriez-vous pas et ne remporteriez-vous pas une victoire de propagande ? Dans la guerre de propagande, il est très difficile de vaincre les États-Unis car ils contrôlent tous les médias du monde et de nombreux médias européens. Les bénéficiaires ultimes des plus grands médias européens sont les institutions financières américaines. Vous ne le savez pas ? Il est donc possible de s'impliquer dans ce travail, mais cela coûte pour ainsi dire prohibitif. Nous pouvons simplement braquer les projecteurs sur nos sources d'information et nous n'obtiendrons aucun résultat. Ce qui s'est passé est clair pour le monde entier, et même les analystes américains en parlent directement. C'est vrai. Oui, mais voici une question à laquelle vous pourrez peut-être répondre. Vous avez travaillé en Allemagne, c'est connu. Les Allemands savent clairement que leur partenaire de l'OTAN a fait cela et que cela a gravement nui à leur économie. Il se peut qu'ils ne s'en remettent jamais. Pourquoi gardent-ils le silence à ce sujet ? C'est très déroutant pour moi. Pourquoi les Allemands n'en parleraient-ils pas ? Cela me rend également confus. Mais les dirigeants allemands d'aujourd'hui sont guidés par les intérêts du collectif, l'Occident plutôt que ses intérêts nationaux. Autrement, il est difficile d'expliquer la logique de leur action ou de leur inaction. Après tout, il ne s'agit pas seulement du Nord Stream 1, qui a explosé, mais du Nord Stream 2 qui a été endommagé. Mais un seul tuyau est sain et sauf et le gaz peut être acheminé vers l'Europe par ce biais. Mais l'Allemagne ne l'ouvre pas. Nous sommes prêts, s'il vous plaît.
Il existe une autre route à travers la Pologne, appelée Yamal Europe, qui permet également un flux important. La Pologne l'a fermée, mais la Pologne fait ses affaires de la main de l'Allemagne, elle reçoit de l'argent des fonds paneuropéens, et l'Allemagne est le principal donateur de ces fonds paneuropéens. L'Allemagne nourrit la Pologne dans une certaine mesure. Et ils ferment leur route vers l'Allemagne. Pourquoi? Je ne comprends pas. L'Ukraine, à laquelle les Allemands fournissent des armes et donnent de l'argent. L'Allemagne est le deuxième sponsor des États-Unis en termes d'aide financière à l'Ukraine. Il existe 2 routes gazières traversant l'Ukraine. Ils ont simplement fermé une seule route, celle des Ukrainiens. Ouvrez la deuxième route et procurez-vous du gaz en provenance de Russie. Ils ne l'ouvrent pas. Pourquoi les Allemands ne le disent-ils pas? Écoutez les gars, nous vous donnons de l'argent et des armes, ouvrez la vanne, s'il vous plaît, laissez passer le gaz de Russie pour nous. Nous achetons du gaz liquéfié à des prix exorbitants en Europe, ce qui ramène à zéro le niveau de notre compétitivité et de notre économie en général. Voulez-vous qu'on vous donne de l'argent? Menons une existence décente, gagnons de l'argent pour notre économie, car c'est de là que vient l'argent que nous vous donnons. Ils refusent de le faire. Pourquoi? Leur demander. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Ce sont des gens très incompétents. Eh bien, peut-être que le monde est en train de se diviser en 2 hémisphères, l'un avec une énergie bon marché, l'autre sans. Et je veux vous demander cela. Si nous sommes aujourd'hui dans un monde multipolaire, c'est évidemment le cas. Pouvez-vous décrire les blocs d'alliance? Qui est de chaque côté, à votre avis? Écoutez, vous avez dit que le monde se divise en 2 hémisphères. Un cerveau humain est divisé en 2 hémisphères. L'un est responsable d'un type d'activité, l'autre s'occupe davantage de créativité, etc. Mais il s'agit toujours d'une seule et même tête. Le monde devrait être un tout, la sécurité devrait être partagée plutôt que réservée aux milliards d'or. C'est le seul scénario dans lequel le monde pourrait être stable, durable et prévisible. Jusque-là, même si la tête est divisée en 2 parties, il s'agit d'une maladie, d'un état indésirable grave. C'est une période de grave maladie que traverse actuellement le monde. Mais je pense que grâce à un journalisme honnête, ce travail s'apparente à celui des médecins. On pourrait d'une manière ou d'une autre y remédier. Eh bien, donnons juste un exemple, le dollar américain, qui a en quelque sorte uni le monde de bien des manières, peut-être pas à votre avantage, mais certainement à notre avantage. Est-ce que cette monnaie va disparaître en tant que monnaie de réserve, monnaie universellement acceptée? Selon vous, comment les sanctions ont-elles changé la place du dollar dans le monde? Tu sais, utiliser le dollar comme outil de lutte en matière de politique étrangère est l'une des plus grandes erreurs stratégiques commises par les dirigeants politiques américains. Le dollar est la pierre angulaire de la puissance des États-Unis. Je pense que tout le monde comprend très bien que peu importe le nombre de dollars imprimés, ils sont rapidement dispersés dans le monde entier. L'inflation aux États-Unis est minime. C'est environ 3 ou 3,4%, ce qui est, je pense, tout à fait acceptable pour les États-Unis. Mais ils n'arrêteront pas d'imprimer. Que nous dit la dette de 33 000 milliards de dollars? Il s'agit de l'émission. Il s'agit néanmoins de la principale arme utilisée par les États-Unis pour préserver leur puissance à travers le monde. Dès que les dirigeants politiques ont décidé d'utiliser le dollar américain comme outil de lutte politique, un coup dur a été porté à cette puissance américaine. Je ne voudrais pas utiliser un langage fort, mais c'est une chose stupide et une grave erreur. Regardez ce qui se passe dans le monde. Même les alliés des États-Unis réduisent désormais leurs réserves en dollars. Voyant cela, tout le monde commence à chercher des moyens de se protéger. Mais le fait que les États-Unis appliquent des mesures restrictives à certains pays, telles que des restrictions sur les transactions, le gel des avoirs, etc., suscite de grandes inquiétudes et envoie un signal au monde entier. Que avions-nous ici? Jusqu'en 2022, environ 80% des transactions du commerce extérieur russe étaient effectuées en dollars américains et en euros. Les dollars américains représentaient environ 50% de nos transactions avec des pays tiers. Eh bien, actuellement, ce chiffre est tombé à 13%. Ce n'est pas nous qui avons interdit l'utilisation du dollar américain. Nous n'avions pas une telle intention. Les États-Unis ont décidé de restreindre nos transactions en dollars américains. Je pense que c'est une pure folie du point de vue des intérêts des États-Unis eux-mêmes et de ceux de leurs contribuables,
car cela nuit à l'économie américaine et mine la puissance des États-Unis dans le monde. D'ailleurs, nos transactions comme l'imposition de restrictions sur les transactions, le gel des avoirs, etc., suscitent de grandes inquiétudes et envoient un signal au monde entier. Que avions-nous ici? Jusqu'en 2022, environ 80% des transactions du commerce extérieur russe étaient effectuées en dollars américains et en euros. Les dollars américains représentaient environ 50% de nos transactions avec des pays tiers. Eh bien, actuellement, ce chiffre est tombé à 13%. Ce n'est pas nous qui avons interdit l'utilisation du dollar américain. Nous n'avions pas une telle intention. Les États-Unis ont décidé de restreindre nos transactions en dollars américains. Je pense que c'est une pure folie du point de vue des intérêts des États-Unis eux-mêmes et de ceux de leurs contribuables, car cela nuit à l'économie américaine et mine la puissance des États-Unis dans le monde. D'ailleurs, nos transactions comme l'imposition de restrictions sur les transactions, le gel des avoirs, etc., suscitent de grandes inquiétudes et envoient un signal au monde entier. Que avions-nous ici? Jusqu'en 2022, environ 80% des transactions du commerce extérieur russe étaient effectuées en dollars américains et en euros. Les dollars américains représentaient environ 50% de nos transactions avec des pays tiers. Eh bien, actuellement, ce chiffre est tombé à 13%. Ce n'est pas nous qui avons interdit l'utilisation du dollar américain. Nous n'avions pas une telle intention. Les États-Unis ont décidé de restreindre nos transactions en dollars américains. Je pense que c'est une pure folie du point de vue des intérêts des États-Unis eux-mêmes et de ceux de leurs contribuables, car cela nuit à l'économie américaine et mine la puissance des États-Unis dans le monde. D'ailleurs, nos transactions le yuan représentaient environ 3%. Aujourd'hui, 34% de nos transactions sont effectuées en roubles, et autant, un peu plus de 34% en yuan. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait cela? Ma seule hypothèse est la vanité. Ils pensaient probablement que cela conduirait à un effondrement complet, mais rien ne s'est effondré. De plus, d'autres pays, y compris les producteurs de pétrole, envisagent et acceptent déjà le paiement du pétrole en yuan. Réalisez-vous au moins ce qui se passe ou non? Est-ce que quelqu'un aux États-Unis s'en rend compte? Que fais-tu? Vous vous coupez la parole. Tous les experts le disent. Demandez à n'importe quelle personne intelligente et réfléchie aux États-Unis ce que le dollar signifie pour les États-Unis. Vous le tuez de vos propres mains. Je pense que c'est une évaluation juste. La question est de savoir ce qui va suivre. Et peut-être échangez-vous une puissance coloniale contre une autre, bien moins sentimentale et indulgente? Je veux dire, les BRICS, par exemple, risquent-ils d'être complètement dominés par l'économie chinoise d'une manière qui ne serait pas bonne pour leur souveraineté? Est-ce que ça vous inquiète? Eh bien, nous avons déjà entendu ces histoires de croque-mitaine. C'est une histoire de croque-mitaine. Nous sommes voisins de la Chine. On ne peut pas choisir des voisins, tout comme on ne peut pas choisir des parents proches. Nous partageons avec eux une frontière de plusieurs milliers de kilomètres. C'est le numéro 1. Deuxièmement, nous avons une histoire de coexistence qui dure depuis des siècles. Nous y sommes habitués. Troisièmement, la philosophie de la politique étrangère chinoise n'est pas agressive. Son idée est de toujours rechercher des compromis. Et nous pouvons le voir. Le point suivant est le suivant. On nous raconte toujours la même histoire de croque-mitaine. Et c'est reparti. Par une forme euphémique, mais c'est toujours la même histoire de croque-mitaine. La coopération avec la Chine ne cesse de s'intensifier. Le rythme de croissance de la coopération entre la Chine et l'Europe est plus rapide que celui de la coopération sino-russe. Demandez aux Européens, n'ont-ils pas peur? C'est peut-être le cas, je ne sais pas. Mais ils tentent toujours d'accéder à tout prix au marché chinois, surtout maintenant qu'ils sont confrontés à des problèmes économiques. Les entreprises chinoises explorent également le marché européen. Les entreprises chinoises sont-elles peu présentes aux États-Unis? Oui. Les décisions politiques sont telles qu'ils tentent de limiter leur coopération avec la Chine. C'est à votre propre détriment, Monsieur Tucker, que vous limitez la coopération avec la Chine. Vous vous faites du mal. C'est une question délicate et il n'existe pas de solution miracle, tout comme c'est le cas pour le dollar. Ainsi, avant d'introduire des sanctions illégitimes au terme de la Charte des Nations Unies, il convient de bien réfléchir, car cela semble être un problème pour les décideurs.
Vous avez donc dit il y a un instant que le monde serait bien meilleur s'il n'était pas divisé en alliances concurrentes, s'il y avait une coopération à l'échelle mondiale. L'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas cela, c'est que l'administration américaine actuelle est farouchement opposée à vous. Pensez-vous que s'il y avait une nouvelle administration après Joe Biden, vous seriez en mesure de rétablir la communication avec le gouvernement américain? Ou peu importe qui est le président? Je vais vous le dire, mais laissez-moi terminer la réflexion précédente. Nous avons fixé, avec mon collègue et ami le président Xi Jinping, l'objectif d'atteindre 200 milliards de dollars de commerce mutuel avec la Chine cette année. Nous avons dépassé ce niveau. Selon nos chiffres, notre commerce bilatéral avec la Chine s'élève déjà à 230 milliards de dollars, et les statistiques chinoises parlent de 240 milliards de dollars. Encore une chose importante. Nos échanges commerciaux sont bien équilibrés et mutuellement complémentaires dans les domaines de la haute technologie, de l'énergie, de la recherche et du développement scientifique. C'est très équilibré. Quant aux BRIC, dont la Russie a pris la présidence cette année, les pays BRIC se développent, dans l'ensemble, très rapidement. Écoutez, si ma mémoire est bonne, en 1992, la part des pays du G7 dans l'économie mondiale s'élevait à 47%, alors qu'en 2022, elle était tombée, je pense, à un peu plus de 30%. Les pays BRIC ne représentaient que 16% en 1992, mais leur part est désormais supérieure à celle du G7. Cela n'a rien à voir avec les événements en Ukraine. Cela est dû aux tendances du développement mondial et de l'économie mondiale, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est inévitable. Cela continuera à se produire. C'est comme le lever du soleil. On ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Il faut s'y adapter. Comment les États-Unis s'adaptent-ils? Avec l'aide de la force, des sanctions, des pressions, des bombardements et du recours aux forces armées. C'est une question d'orgueil. Votre establishment politique ne comprend pas que le monde change dans des circonstances objectives. Et afin de préserver votre niveau, même si quelqu'un aspire, pardonnez-moi, au niveau de domination, vous devez prendre les bonnes décisions de manière compétente et opportune. De telles actions brutales, y compris à l'égard de la Russie, par exemple, d'autres pays, cela n'a rien à voir avec les événements en Ukraine. Cela est dû aux tendances du développement mondial et de l'économie mondiale, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est inévitable. Cela continuera à se produire. C'est comme le lever du soleil. On ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Il faut s'y adapter. Comment les États-Unis s'adaptent-ils? Avec l'aide de la force, des sanctions, des pressions, des bombardements et du recours aux forces armées. C'est une question d'orgueil. Votre establishment politique ne comprend pas que le monde change dans des circonstances objectives. Et afin de préserver votre niveau, même si quelqu'un aspire, pardonnez-moi, au niveau de domination, vous devez prendre les bonnes décisions de manière compétente et opportune. De telles actions brutales, y compris à l'égard de la Russie, par exemple, d'autres pays, cela n'a rien à voir avec les événements en Ukraine. Cela est dû aux tendances du développement mondial et de l'économie mondiale, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est inévitable. Cela continuera à se produire. C'est comme le lever du soleil. On ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Il faut s'y adapter. Comment les États-Unis s'adaptent-ils? Avec l'aide de la force, des sanctions, des pressions, des bombardements et du recours aux forces armées. C'est une question d'orgueil. Votre establishment politique ne comprend pas que le monde change dans des circonstances objectives. Et afin de préserver votre niveau, même si quelqu'un aspire, pardonnez-moi, au niveau de domination, vous devez prendre les bonnes décisions de manière compétente et opportune. De telles actions brutales, y compris à l'égard de la Russie, par exemple, d'autres pays, sont contre-productifs. C'est une évidence. C'est déjà devenu évident. Vous venez de me demander si un autre leader viendrait et changerait quelque chose. Il ne s'agit pas du leader. Il ne s'agit pas de la personnalité d'une personne en particulier. J'avais de très bonnes relations avec Bush, par exemple. Je sais qu'aux États-Unis, il était décrit comme une sorte de garçon de la campagne qui ne comprend pas grand-chose. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il a commis beaucoup d'erreurs également à l'égard de la Russie.
Je vous ai parlé de 2008 et de la décision de Bucarest d'ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine, etc. Cela s'est produit pendant sa présidence. Il a effectivement exercé une pression sur les Européens. Mais de manière générale, sur le plan humain, j'ai eu une très bonne relation avec lui. Il n'était pas pire que n'importe quel autre homme politique américain, russe ou européen. Je vous assure qu'il comprenait ce qu'il faisait aussi bien que les autres. J'avais aussi une relation très personnelle avec Trump. Il ne s'agit pas de la personnalité du leader. Il s'agit de l'état d'esprit de l'élite. Si l'idée d'une domination à tout prix, basée également sur des actions énergiques, domine la société américaine, rien ne changera. Cela ne fera qu'empirer. Mais si, en fin de compte, on prend conscience que le monde a changé en raison de circonstances objectives et qu'il faut pouvoir s'y adapter à temps, en utilisant les avantages dont les États-Unis ont encore aujourd'hui, alors peut-être que quelque chose pourrait se produire. Changement. Regardez, l'économie chinoise est devenue la première économie au monde en termes de parité de pouvoir d'achat. En termes de volume, il a dépassé les États-Unis depuis longtemps. Les États-Unis arrivent en deuxième position, suivis par l'Inde, avec 1,5 milliard d'habitants, puis par le Japon et la Russie en cinquième position. La Russie a été la première économie d'Europe l'année dernière malgré toutes les sanctions et restrictions. Est-ce normal de votre point de vue? Sanctions, restrictions, impossibilité de payer en dollars, coupure des services SWIFT, sanctions contre nos navires transportant du pétrole, sanctions contre les avions, sanctions dans tout, partout. Le plus grand nombre de sanctions appliquées dans le monde le sont contre la Russie. Et nous sommes devenus pendant cette période la première économie d'Europe. Les outils utilisés par les États-Unis ne fonctionnent pas. Eh bien, il faut réfléchir à ce qu'il faut faire. Si cette prise de conscience parvient aux élites dirigeantes, alors oui, alors la première personne de l'État agira en anticipant ce que les électeurs et les personnes qui prennent les décisions à différents niveaux attendent de cette personne. Alors peut-être que quelque chose va changer. Mais vous décrivez deux systèmes différents. Vous dites que le leader agit dans l'intérêt des électeurs, mais vous dites aussi que ces décisions ne sont pas prises par le leader. Ils sont fabriqués par les classes dirigeantes. Vous dirigez ce pays depuis si longtemps. Vous avez connu tous ces présidents américains. Selon vous, quels sont ces centres de pouvoir aux États-Unis? Par exemple, qui prend réellement les décisions? Je ne sais pas. L'Amérique est un pays complexe, conservateur d'un côté, évoluant rapidement de l'autre. Ce n'est pas facile pour nous de tout régler. Qui prend les décisions lors des élections? Est-il possible de comprendre cela lorsque chaque État a sa propre législation? Chaque État s'autorégule? Quelqu'un peut être exclu des élections au niveau de l'État. Il s'agit d'un système électoral en 2 étapes. Il nous est très difficile de le comprendre. Certes, 2 partis dominent, les républicains et les démocrates. Et au sein de ce système de partis, les centres qui prennent les décisions, qui préparent les décisions. Alors, regardez, pourquoi, à mon avis, après l'effondrement de l'Union soviétique, une politique de pression aussi erronée, grossière et totalement injustifiée a-t-elle été menée contre la Russie? Après tout, c'est une politique de pression. Expansion de l'OTAN, soutien aux séparatistes du Caucase, création d'un système de défense antimissiles. Ce sont tous des éléments de pression. Pression, pression, pression. Ensuite, entraîner l'Ukraine dans l'OTAN est une question de pression, de pression, de pression. Pourquoi? Je pense entre autres parce que des capacités de production excessives ont été créées. Lors de la confrontation avec l'Union soviétique, de nombreux centres et spécialistes de l'Union soviétique ont été créés et ne pouvaient rien faire d'autre. Ils ont convaincu les dirigeants politiques qu'il était nécessaire de continuer à écraser la Russie, d'essayer de la diviser, de créer sur ce territoire plusieurs entités quasi-étatiques et de les soumettre sous une forme indivise afin d'utiliser leur potentiel combiné pour la lutte future avec la Chine. C'est une erreur, y compris le potentiel excessif de ceux qui ont œuvré pour la confrontation avec l'Union soviétique. Il faut s'en débarrasser. Il devrait y avoir des forces nouvelles et fraîches, des gens qui regardent vers l'avenir et comprennent ce qui se passe dans le monde. Regardez comment l'Indonésie se développe. 600 millions de personnes. Où pouvons-nous échapper à cela? Nulle part. Nous devons juste lors de la confrontation avec l'Union soviétique, de nombreux centres et spécialistes de l'Union soviétique ont été créés et ne pouvaient rien faire d'autre.
Ils ont convaincu les dirigeants politiques qu'il était nécessaire de continuer à écraser la Russie, d'essayer de la diviser, de créer sur ce territoire plusieurs entités quasi-étatiques et de les soumettre sous une forme indivise afin d'utiliser leur potentiel combiné pour la lutte future avec la Chine. C'est une erreur, y compris le potentiel excessif de ceux qui ont œuvré pour la confrontation avec l'Union soviétique. Il faut s'en débarrasser. Il devrait y avoir des forces nouvelles et fraîches, des gens qui regardent vers l'avenir et comprennent ce qui se passe dans le monde. Regardez comment l'Indonésie se développe. 600 millions de personnes. Où pouvons-nous échapper à cela? Nulle part. Nous devons juste lors de la confrontation avec l'Union soviétique, de nombreux centres et spécialistes de l'Union soviétique ont été créés et ne pouvaient rien faire d'autre. Ils ont convaincu les dirigeants politiques qu'il était nécessaire de continuer à écraser la Russie, d'essayer de la diviser, de créer sur ce territoire plusieurs entités quasi-étatiques et de les soumettre sous une forme indivise afin d'utiliser leur potentiel combiné pour la lutte future avec la Chine. C'est une erreur, y compris le potentiel excessif de ceux qui ont œuvré pour la confrontation avec l'Union soviétique. Il faut s'en débarrasser. Il devrait y avoir des forces nouvelles et fraîches, des gens qui regardent vers l'avenir et comprennent ce qui se passe dans le monde. Regardez comment l'Indonésie se développe. 600 millions de personnes. Où pouvons-nous échapper à cela? Nulle part. Nous devons juste supposons que l'Indonésie entrera, elle en fait déjà partie, dans le club des principales économies mondiales, peu importe qui l'appréciera ou non. Oui, nous comprenons et sommes conscients qu'aux États-Unis, malgré tous les problèmes économiques, la situation reste normale, avec une croissance économique décente. Le PIB croît de 2,5%, si je ne me trompe pas. Mais si nous voulons garantir l'avenir, nous devons alors changer notre approche face à ce qui change. Comme je l'ai déjà dit, le monde changerait néanmoins, quelle que soit l'issue de l'évolution de la situation en Ukraine. Le monde change. Aux États-Unis eux-mêmes, des experts écrivent que les États-Unis sont néanmoins en train de modifier progressivement leur position dans le monde. Ce sont vos experts qui écrivent cela. Je viens de les lire. La seule question est de savoir comment cela se produirait, douloureusement et rapidement, ou doucement et progressivement. Et ceci est écrit par des gens qui ne sont pas anti-américains. Ils suivent simplement les tendances du développement mondial. C'est ça. Et pour les évaluer et changer les politiques, nous avons besoin de personnes qui réfléchissent et regardent vers l'avenir, peut analyser et recommander certaines décisions au niveau des dirigeants politiques. J'ai juste quelque chose à demander. Vous avez dit clairement que l'expansion de l'OTAN vers l'Est constitue une violation de la promesse que vous avez tous faite en 1990. C'est une menace pour votre pays. Juste avant que vous envoyiez des troupes en Ukraine, le vice-président des États-Unis s'est rendu à la conférence de Munich sur la sécurité et a encouragé le président ukrainien à rejoindre l'OTAN. Pensez-vous que c'était une tentative pour vous inciter à une action militaire? Je le répète, nous avons proposé à plusieurs reprises de rechercher une solution aux problèmes apparus en Ukraine après le coup d'État de 2014 par des moyens pacifiques. Mais personne ne nous a écoutés. De plus, les dirigeants ukrainiens, qui se trouvaient sous le contrôle total des États-Unis, ont soudainement déclaré qu'ils ne respecteraient pas les accords de Minsk. Ils n'aimaient pas tout là-bas et poursuivaient leurs activités militaires sur ce territoire. Et parallèlement, ce territoire était exploité par les structures militaires de l'OTAN sous couvert de divers centres de formation et de recyclage du personnel. Ils ont essentiellement commencé à y créer des bases. C'est tout. L'Ukraine a annoncé que les Russes étaient une nationalité non titulaire en adoptant des lois limitant les droits des nationalités non titulaires en Ukraine. L'Ukraine, ayant reçu tous ces territoires du Sud-Est en cadeau du peuple russe, a soudainement annoncé que les Russes n'avaient pas de nationalité titulaire sur ce territoire. Est-ce normal? Tout cela réuni a conduit à la décision de mettre fin à la guerre déclenchée par les néo-nazis en Ukraine en 2014. Pensez-vous que Zelensky a la liberté de négocier un règlement de ce conflit? Je ne connais pas les détails. Bien sûr, il m'est difficile de juger. Mais je crois qu'il l'a fait, en tout cas, il l'avait fait. Son père s'est battu contre les fascistes, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fois, je lui en ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi soutenez-vous les néo-nazis en Ukraine aujourd'hui, alors que votre père luttait contre le fascisme? C'était un soldat de première ligne. Je ne vous dirai pas ce qu'il a répondu.
Il s'agit d'un sujet distinct et je pense que ce n'est pas correct de ma part. Mais quant à la liberté de choix, pourquoi pas? Il est arrivé au pouvoir parce que le peuple ukrainien espérait qu'il mènerait l'Ukraine à la paix. Il en a parlé. C'est grâce à cela qu'il a remporté massivement les élections. Mais ensuite, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à mon avis, il a réalisé deux choses. Premièrement, il vaut mieux ne pas se heurter aux néo-nazis et aux nationalistes car ils sont agressifs et très actifs. Vous pouvez tout attendre d'eux. Et deuxièmement, l'Occident dirigé par les États-Unis les soutient et soutiendra toujours ceux qui s'opposent à la Russie. C'est bénéfique et sûr. Il a donc pris la position pertinente tout en promettant à son peuple de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a trompé ses électeurs. Mais pensez-vous qu'à ce stade, à partir de février 2024, il a la latitude, la liberté de parler directement avec vous ou votre gouvernement pour mettre fin à cette situation, qui n'aide clairement ni son pays ni le monde? Peut-il faire ça, à votre avis? Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Il se considère comme chef de l'État. Il a gagné les élections. Même si nous pensons en Russie que le coup d'État est la principale source de pouvoir pour tout ce qui s'est passé après 2014. Et en ce sens, même aujourd'hui, le gouvernement est imparfait. Mais il se considère comme le président et il est reconnu à ce titre par les États-Unis, toute l'Europe et pratiquement le reste du monde. Pourquoi pas? Il peut. Nous avons négocié avec l'Ukraine à Istanbul. Nous sommes d'accord. De plus, le chef du groupe de négociation, M. Arkamia, est son nom de famille, je crois qu'il appartient toujours à la faction du parti au pouvoir, le parti du président à la Rada. Il a toujours la faction présidentielle à la Rada, là ce qui n'aide clairement pas son pays ni le monde? Peut-il faire ça, à votre avis? Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Il se considère comme chef de l'État. Il a gagné les élections. Même si nous pensons en Russie que le coup d'État est la principale source de pouvoir pour tout ce qui s'est passé après 2014. Et en ce sens, même aujourd'hui, le gouvernement est imparfait. Mais il se considère comme le président et il est reconnu à ce titre par les États-Unis, toute l'Europe et pratiquement le reste du monde. Pourquoi pas? Il peut. Nous avons négocié avec l'Ukraine à Istanbul. Nous sommes d'accord. De plus, le chef du groupe de négociation, M. Arkamia, est son nom de famille, je crois qu'il appartient toujours à la faction du parti au pouvoir, le parti du président à la Rada. Il a toujours la faction présidentielle à la Rada, là ce qui n'aide clairement pas son pays ni le monde? Peut-il faire ça, à votre avis? Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Il se considère comme chef de l'État. Il a gagné les élections. Même si nous pensons en Russie que le coup d'État est la principale source de pouvoir pour tout ce qui s'est passé après 2014. Et en ce sens, même aujourd'hui, le gouvernement est imparfait. Mais il se considère comme le président et il est reconnu à ce titre par les États-Unis, toute l'Europe et pratiquement le reste du monde. Pourquoi pas? Il peut. Nous avons négocié avec l'Ukraine à Istanbul. Nous sommes d'accord. De plus, le chef du groupe de négociation, M. Arkamia, est son nom de famille, je crois qu'il appartient toujours à la faction du parti au pouvoir, le parti du président à la Rada. Il a toujours la faction présidentielle à la Rada, là le parlement du pays. Il est toujours assis là. Il a même apposé sa signature préliminaire sur le document dont je vous parle. Mais ensuite il a déclaré publiquement au monde entier que nous étions prêts à signer ce document, mais M. Johnson, alors Premier ministre de Grande-Bretagne, est venu nous en dissuader, affirmant qu'il valait mieux combattre la Russie. Il donnerait tout ce qu'il faut pour que nous restituions ce qui avait été perdu lors des affrontements avec la Russie. Et nous avons accepté cette proposition. Écoutez, sa déclaration a été publiée. Il l'a dit publiquement. Peuvent-ils y revenir ou non? La question est, le veulent-ils ou non? Plus tard, le président ukrainien a publié un décret interdisant les négociations avec nous. Qu'il annule ce décret. Et c'est tout. En effet, nous n'avons jamais refusé les négociations. On l'entend tout le temps, la Russie est-elle prête? Oui, nous n'avons pas refusé. Ce sont eux qui ont publiquement refusé. Eh bien, qu'il annule son décret et entame des négociations. Nous n'avons jamais refusé.
Et le fait qu'ils obéissent à la demande ou à la persuasion de M. Johnson, l'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, me semble ridicule et très triste. Parce que, comme l'a dit M. Arakamiya, nous aurions pu arrêter ces hostilités par la guerre il y a déjà 1 an et demi. Mais les Britanniques nous ont persuadés et nous avons refusé. Où est M. Johnson maintenant? Et la guerre continue. C'est une bonne question. Selon vous, où est-il et pourquoi a-t-il fait cela? La tête. L'enfer le sait. Je ne le comprends pas moi-même. Il y avait un point de départ général. Pour une raison quelconque, tout le monde avait l'illusion que la Russie pouvait être vaincue sur le champ de bataille. À cause de l'arrogance, à cause d'un cœur pur, mais pas à cause d'un grand esprit. Vous avez décrit le lien entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez qualifié à plusieurs reprises la Russie d'orthodoxe. C'est au cœur de votre compréhension de la Russie. Vous avez dit que vous étiez orthodoxe. Qu'est-ce que cela signifie? Pour vous, vous êtes un leader chrétien selon votre propre description. Alors quel effet cela a-t-il sur vous? Vous savez, comme je l'ai déjà mentionné, en 988, le prince Vladimir lui-même fut baptisé, à l'instar de sa grand-mère, la princesse Olga. Puis il a baptisé son équipe. Et puis, progressivement, au cours de plusieurs années, il baptisa tous les Russes. Ce fut un long processus, des païens aux chrétiens. Cela a pris de nombreuses années. Mais en fin de compte, cette orthodoxie, le christianisme oriental, s'est profondément enraciné dans la conscience du peuple russe. Lorsque la Russie s'est développée et a absorbé d'autres nations professant l'islam, le bouddhisme et le judaïsme, la Russie a toujours été très loyale envers les personnes professant d'autres religions. C'est sa force. C'est absolument clair. Et le fait est que les principaux postulats, les principales valeurs sont très similaires, pour ne pas dire les mêmes, dans toutes les religions du monde que je viens de mentionner et qui sont les religions traditionnelles de la Fédération de Russie. D'ailleurs, les autorités russes ont toujours été très attentives à la culture et à la religion des personnes qui entraient dans l'Empire russe. C'est là, à mon avis, la base de la sécurité et de la stabilité de l'État russe. Tous les peuples habitant la Russie la considèrent fondamentalement comme leur maternité. Si, par exemple, des gens émigrent vers vous ou vers l'Europe depuis l'Amérique latine, un exemple encore plus clair et compréhensible, les gens viennent, mais pourtant ils sont venus vers vous ou vers les pays européens depuis leur patrie historique. Et les gens qui professent des religions différentes en Russie considèrent la Russie comme leur patrie. Ils n'ont pas d'autre patrie. Nous sommes ensemble. C'est une grande famille, et nos valeurs traditionnelles sont très similaires. Je viens de parler d'une grande famille, mais chacun a sa propre famille. Et c'est la base de notre société. Et si nous disons que la patrie et la famille sont spécifiquement liées l'une à l'autre, c'est effectivement le cas, car il est impossible d'assurer un avenir normal à nos enfants et à nos familles sans assurer un avenir normal et durable à l'ensemble du pays. Pour la mère patrie. C'est pourquoi le sentiment patriotique est si fort en Russie. Mais puis-je dire que la seule différence entre les religions est que le christianisme est spécifiquement une religion non violente? Jésus dit, « Tant l'autre joue, ne tue pas ». Comment un leader qui doit tuer n'importe quel pays, comment un leader peut-il être chrétien? Comment conciliez-vous cela avec vous-même? C'est très simple lorsqu'il s'agit de se protéger soi-même et sa famille, sa patrie. Nous n'attaquerons personne. Quand les événements en Ukraine ont-ils commencé? Depuis le début du coup d'État et des hostilités dans le Donbass, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé. Et nous protégeons notre peuple, nous-mêmes, notre patrie et notre avenir. Quant à la religion en général, vous savez, il ne s'agit pas de manifestations extérieures. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours ou de se cogner la tête contre le sol. C'est dans le cœur. Et notre culture est tellement un avenir durable pour tout le pays, pour la patrie. C'est pourquoi le sentiment patriotique est si fort en Russie. Mais puis-je dire que la seule différence entre les religions est que le christianisme est spécifiquement une religion non violente? Jésus dit, « Tant l'autre joue, ne tue pas ». Comment un leader qui doit tuer n'importe quel pays, comment un leader peut-il être chrétien? Comment conciliez-vous cela avec vous-même? C'est très simple lorsqu'il s'agit de se protéger soi-même et sa famille, sa patrie. Nous n'attaquerons personne. Quand les événements en Ukraine ont-ils commencé? Depuis le début du coup d'État et des hostilités dans le Donbass, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé.
Et nous protégeons notre peuple, nous-mêmes, notre patrie et notre avenir. Quant à la religion en général, vous savez, il ne s'agit pas de manifestations extérieures. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours ou de se cogner la tête contre le sol. C'est dans le cœur. Et notre culture est tellement un avenir durable pour tout le pays, pour la patrie. C'est pourquoi le sentiment patriotique est si fort en Russie. Mais puis-je dire que la seule différence entre les religions est que le christianisme est spécifiquement une religion non violente? Jésus dit, « Tant l'autre joue, ne tue pas ». Comment un leader qui doit tuer n'importe quel pays, comment un leader peut-il être chrétien? Comment conciliez-vous cela avec vous-même? C'est très simple lorsqu'il s'agit de se protéger soi-même et sa famille, sa patrie. Nous n'attaquerons personne. Quand les événements en Ukraine ont-ils commencé? Depuis le début du coup d'État et des hostilités dans le Donbass, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé. Et nous protégeons notre peuple, nous-mêmes, notre patrie et notre avenir. Quant à la religion en général, vous savez, il ne s'agit pas de manifestations extérieures. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les jours ou de se cogner la tête contre le sol. C'est dans le cœur. Et notre culture est tellement orientée vers l'humain. Dostoïevski, qui était très connu en Occident et qui était le génie de la culture russe, de la littérature russe, a beaucoup parlé de cela, de l'âme russe. Après tout, la société occidentale est plus pragmatique. Les Russes pensent davantage à l'éternel et aux valeurs morales. Je ne sais pas, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais la culture occidentale est finalement plus pragmatique. Je ne dis pas que c'est mauvais. Cela permet aux milliards d'or d'aujourd'hui de réussir dans la production, même dans le domaine scientifique, etc. Il n'y a rien de mal à cela. Je dis juste que nous nous ressemblons un peu. Alors, voyez-vous le surnaturel à l'œuvre lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement dans le monde? Voyez-vous Dieu à l'œuvre? Vous est-il déjà arrivé de penser que ce sont des forces qui ne sont pas humaines? Non, pour être honnête, je ne pense pas. Mon opinion est que le développement de la communauté mondiale est conforme à des lois inhérentes, et ces lois sont ce qu'elles sont. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'humanité. Certaines nations et certains pays se sont élevés, sont devenus plus forts et plus nombreux, puis ont quitté la scène internationale, perdant le statut auquel ils étaient habitués. Je n'ai probablement pas besoin de donner d'exemples, mais nous pourrions commencer par Gengis Khan et les conquérants de la cour, la Horde d'or, et terminer ensuite par l'Empire romain. Il semble qu'il n'y ait jamais eu quelque chose qui ressemble à l'Empire romain dans l'histoire de l'humanité. Néanmoins, le potentiel des barbares s'est progressivement accru, tout comme leur population. En général, les barbares devenaient plus forts et commençaient à se développer économiquement, comme on dirait aujourd'hui. Cela a finalement conduit à l'effondrement de l'Empire romain et du régime imposé par les Romains. Cependant, il a fallu 5 siècles pour que l'Empire romain s'effondre. La différence avec ce qui se passe aujourd'hui est que tous les processus de changement se déroulent à un rythme beaucoup plus rapide qu'à l'époque romaine. Alors, quand commence l'empire de l'IA, à votre avis? Vous posez des questions de plus en plus compliquées. Pour y répondre, il faut être un expert des grands chiffres, du big data et de l'IA. L'humanité est actuellement confrontée à de nombreuses menaces. Grâce aux recherches génétiques, il est désormais possible de créer un surhumain, un être humain spécialisé, un athlète, un scientifique, un militaire génétiquement modifié. Selon certaines informations, Elon Musk aurait déjà implanté une puce dans le cerveau humain aux États-Unis. Que penses-tu de cela? Eh bien, je pense que rien ne pourra arrêter Elon Musk. Il fera comme bon lui semble. Néanmoins, vous devez trouver un terrain d'entente avec lui, chercher des moyens de le persuader. Je pense que c'est une personne intelligente. Je crois sincèrement qu'il l'est. Il faut donc s'entendre avec lui car ce processus doit être formalisé et soumis à certaines règles. L'humanité doit réfléchir à ce qui va se passer en raison des derniers développements en génétique ou en IA. On peut faire une prédiction approximative de ce qui va se passer. Une fois que l'humanité a ressenti une menace existentielle provenant des armes nucléaires, toutes les nations nucléaires ont commencé à se réconcilier, car elles ont réalisé que l'utilisation négligente des armes nucléaires pourrait conduire l'humanité à l'extinction. Il est impossible d'arrêter la recherche en génétique ou en IA aujourd'hui, tout comme il était impossible d'arrêter l'utilisation de la poudre à canon à l'époque.
Mais dès que nous réaliserons que la menace vient du développement effréné et incontrôlé de l'IA, de la génétique ou de tout autre domaine, le moment viendra de parvenir à un accord international sur la manière de réglementer ces choses. J'apprécie tout le temps que vous nous avez accordé. Je vais juste vous poser une dernière question, et elle concerne quelqu'un qui est très célèbre aux États-Unis, probablement pas ici, Evan Gershkiewicz, qui est le journaliste du Wall Street Journal. Il a 32 ans. Et il est en prison depuis près d'1 an. C'est une histoire énorme aux États-Unis. Et je veux juste vous demander directement, sans entrer dans les détails ni dans votre version de ce qui s'est passé, si, en signe de votre décence, vous seriez prêt à nous le relâcher et nous le ramènerons aux États-Unis. Nous avons fait tellement de gestes de bonne volonté par décence que je pense que nous en sommes à court. Nous n'avons jamais vu quelqu'un nous rendre l'appareil de la même manière. Cependant, en théorie, nous pouvons dire que nous n'excluons pas que cela soit possible si nos partenaires prennent des mesures réciproques. Quand je parle des partenaires, je fais avant tout référence aux services spéciaux. Les services spéciaux sont en contact les uns avec les autres. Ils parlent du sujet en question. Il n'y a aucun tabou pour régler cette question. Nous sommes prêts à le résoudre. Mais certains termes sont discutés via des canaux de services spéciaux. Je crois qu'un accord peut être trouvé. Donc, généralement, je veux dire, ce genre de choses se produit depuis évidemment des siècles. Un pays attrape un autre espion sur son territoire et l'échange contre un autre point. Vous seriez prêt à nous le relâcher et nous le ramènerons aux États-Unis. Nous avons fait tellement de gestes de bonne volonté par décence que je pense que nous en sommes à court. Nous n'avons jamais vu quelqu'un nous rendre l'appareil de la même manière. Cependant, en théorie, nous pouvons dire que nous n'excluons pas que cela soit possible si nos partenaires prennent des mesures réciproques. Quand je parle des partenaires, je fais avant tout référence aux services spéciaux. Les services spéciaux sont en contact les uns avec les autres. Ils parlent du sujet en question. Il n'y a aucun tabou pour régler cette question. Nous sommes prêts à le résoudre. Mais certains termes sont discutés via des canaux de services spéciaux. Je crois qu'un accord peut être trouvé. Donc, généralement, je veux dire, ce genre de choses se produit depuis évidemment des siècles. Un pays attrape un autre espion sur son territoire et l'échange contre un autre point. Vous seriez prêt à nous le relâcher et nous le ramènerons aux États-Unis. Nous avons fait tellement de gestes de bonne volonté par décence que je pense que nous en sommes à court. Nous n'avons jamais vu quelqu'un nous rendre l'appareil de la même manière. Cependant, en théorie, nous pouvons dire que nous n'excluons pas que cela soit possible si nos partenaires prennent des mesures réciproques. Quand je parle des partenaires, je fais avant tout référence aux services spéciaux. Les services spéciaux sont en contact les uns avec les autres. Ils parlent du sujet en question. Il n'y a aucun tabou pour régler cette question. Nous sommes prêts à le résoudre. Mais certains termes sont discutés via des canaux de services spéciaux. Je crois qu'un accord peut être trouvé. Donc, généralement, je veux dire, ce genre de choses se produit depuis évidemment des siècles. Un pays attrape un autre espion sur son territoire et l'échange contre un autre. De ses propres gars du renseignement dans un autre pays. Je pense que ce qui fait ça, et ce ne sont pas mes affaires, mais ce qui fait cette différence, c'est que ce type n'est visiblement pas un espion. C'est un enfant. Et peut-être qu'il enfreignait votre loi d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas un super espion. Et tout le monde le sait. Et il est retenu en otage en échange, ce qui est vrai. Avec respect, c'est vrai. Et tout le monde sait que c'est vrai. Alors peut-être qu'il appartient à une autre catégorie. Ce n'est peut-être pas juste de demander quelqu'un d'autre en échange de sa libération. Cela dégrade peut-être la Russie en faisant cela. Vous savez, vous pouvez donner différentes interprétations de ce qui constitue un espion, mais il y a certaines choses prévues par la loi. Si une personne obtient des informations secrètes et le fait de manière conspiratrice, il s'agit alors d'espionnage. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Il recevait des informations classifiées et confidentielles, et il le faisait en secret. Peut-être qu'il l'a fait par négligence ou de sa propre initiative. Compte tenu du simple fait que cela est qualifié d'espionnage, le fait est avéré puisqu'il a été pris en flagrant délit au moment où il recevait cette information. S'il s'agissait d'une excuse farfelue, d'une invention, de quelque chose qui n'a pas été prouvé, l'histoire aurait alors été différente. Mais il a été pris en flagrant délit alors qu'il obtenait secrètement des informations confidentielles.
Qu'est-ce que c'est alors? Mais êtes-vous en train de suggérer qu'il travaillait pour le gouvernement américain ou l'OTAN, ou qu'il était simplement un journaliste à qui l'on donnait des informations qu'il n'était pas censé avoir? Cela semble être des choses très différentes. Je ne sais pas pour qui il travaillait. Je ne sais pas pour qui il travaillait. Mais je voudrais réitérer que l'obtention d'informations classifiées en secret s'appelle de l'espionnage. Et il travaillait pour les services spéciaux américains et d'autres agences. Je ne pense pas qu'il travaillait pour Monaco, car Monaco n'est guère intéressé à obtenir cette information. C'est aux services spéciaux de parvenir à un accord. Certaines bases ont été posées. Il y a des gens qui, à notre avis, ne sont pas liés aux services spéciaux. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne purgeant une peine dans un pays allié des États-Unis. Cette personne, par sentiment patriotique, a éliminé un bandit dans l'une des capitales européennes lors des événements du Caucase. Savez-vous ce qu'il faisait? Je ne veux pas dire ça, mais je le ferai quand même. Il déposait nos soldats faits prisonniers sur la route, puis il leur passait la tête avec sa voiture. Quel genre de personne est-ce? Peut-on même l'appeler humain? Mais il y a eu un patriote qui l'a éliminé dans l'une des capitales européennes. Qu'il l'ait fait de son propre gré ou non, c'est une autre question. Il a commis quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement un journaliste. Je le répète, c'est un journaliste qui obtenait secrètement des informations confidentielles. Oui, c'est différent, mais je parle quand même d'autres personnes qui sont essentiellement contrôlées par les autorités américaines, ou qu'elles purgent leur peine. Et il existe un dialogue permanent entre les services spéciaux. Cela doit être résolu de manière calme, responsable et professionnelle. Ils restent en contact, alors laissez-les faire leur travail. Je n'exclus pas que la personne dont vous parlez, M. Gershkovitch, puisse retourner dans son pays natal. En fin de compte, cela n'a aucun sens de le maintenir en prison en Russie. Nous souhaitons que les services spéciaux américains réfléchissent à la manière dont ils peuvent contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par nos services spéciaux. Nous sommes prêts à parler. D'ailleurs, les pourparlers sont en cours. Et il existe de nombreux exemples de succès de ces pourparlers. Il est probable que cela sera également couronné de succès. Mais nous devons parvenir à un accord. Je veux aussi qu'il retourne enfin dans son pays natal. Je suis absolument sincère. Mais je le répète, le dialogue continue. Plus les choses de cette nature sont rendues publiquement, plus il devient difficile de les résoudre. Tout doit être fait dans le calme. Je me demande si c'est également vrai pour la guerre. Je suppose que je veux poser une dernière question, qui est, et peut-être que vous ne voulez pas le dire pour des raisons stratégiques, mais craignez-vous que ce qui se passe en Ukraine puisse conduire à quelque chose de beaucoup plus vaste et bien plus horrible? Et dans quelle mesure êtes-vous motivé à appeler le gouvernement américain et à lui dire « Acceptons-nous » Écoutez, j'ai déjà dit que nous n'avions pas refusé de parler. Nous sommes prêts à négocier. C'est le côté occidental, et l'Ukraine est évidemment un État satellite des États-Unis. C'est évident. Je ne veux pas que vous preniez cela comme si je cherchais un mot fort ou une insulte, mais nous comprenons tous les deux ce qui se passe. Un soutien financier de 72 milliards de dollars a été apporté. L'Allemagne arrive en deuxième position, suivie par d'autres pays européens. Des dizaines de milliards de dollars américains vont à l'Ukraine. Il y a un afflux massif d'armes. Dans ce cas, je suppose que je veux poser une autre question, qui est, et peut-être que vous ne voulez pas le dire pour des raisons stratégiques, mais craignez-vous que ce qui se passe en Ukraine puisse conduire à quelque chose de beaucoup plus vaste et bien plus horrible? Et dans quelle mesure êtes-vous motivé à appeler le gouvernement américain et à lui dire « Acceptons-nous » Écoutez, j'ai déjà dit que nous n'avions pas refusé de parler. Nous sommes prêts à négocier. C'est le côté occidental, et l'Ukraine est évidemment un État satellite des États-Unis. C'est évident. Je ne veux pas que vous preniez cela comme si je cherchais un mot fort ou une insulte, mais nous comprenons tous les deux ce qui se passe. Un soutien financier de 72 milliards de dollars a été apporté. L'Allemagne arrive en deuxième position, suivie par d'autres pays européens. Des dizaines de milliards de dollars américains vont à l'Ukraine. Il y a un afflux massif d'armes. Dans ce cas, je suppose que je veux poser une autre question, qui est,
et peut-être que vous ne voulez pas le dire pour des raisons stratégiques, mais craignez-vous que ce qui se passe en Ukraine puisse conduire à quelque chose de beaucoup plus vaste et bien plus horrible? Et dans quelle mesure êtes-vous motivé à appeler le gouvernement américain et à lui dire « Acceptons-nous » ? Écoutez, j'ai déjà dit que nous n'avions pas refusé de parler. Nous sommes prêts à négocier. C'est le côté occidental, et l'Ukraine est évidemment un État satellite des États-Unis. C'est évident. Je ne veux pas que vous preniez cela comme si je cherchais un mot fort ou une insulte, mais nous comprenons tous les deux ce qui se passe. Un soutien financier de 72 milliards de dollars a été apporté. L'Allemagne arrive en deuxième position, suivie par d'autres pays européens. Des dizaines de milliards de dollars américains vont à l'Ukraine. Il y a un afflux massif d'armes. Dans ce cas, vous devrez dire aux dirigeants ukrainiens actuels de s'arrêter et de venir à la table des négociations, d'annuler ce décret absurde. Nous n'avons pas refusé. Bien sûr, mais tu l'as déjà dit. Je ne pensais pas que vous vouliez dire cela comme une insulte, car vous l'avez déjà dit à juste titre. Il a été rapporté que l'Ukraine aurait été empêchée de négocier un accord de paix par l'ancien Premier ministre britannique agissant au nom de l'administration Biden. Alors bien sûr, les grands pays satellites contrôlent les petits pays, ce qui n'est pas nouveau et c'est pourquoi j'ai demandé s'il était possible de traiter directement avec l'administration Biden qui prend ces décisions et non avec le président Zelensky d'Ukraine. Eh bien, si l'administration Zelensky en Ukraine a refusé de négocier, je suppose qu'il l'a fait sous les instructions de Washington. Si Washington estime que c'est une mauvaise décision, qu'il y renonce. Qu'il trouve une excuse délicate pour que personne ne soit insulté. Laissons-le trouver une issue. Ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. C'était eux. Alors laissez-les y revenir. C'est ça. Cependant, ils ont pris la mauvaise décision et nous devons maintenant chercher un moyen de sortir de cette situation et de corriger leurs erreurs. Ils l'ont fait, alors laissez-les corriger eux-mêmes. Nous soutenons cela. Je veux donc simplement m'assurer de ne pas mal comprendre ce que vous dites. Je ne pense pas que je le sois. Je pense que vous dites que vous voulez un règlement négocié à ce qui se passe en Ukraine. Droite. Et nous y sommes parvenus. Nous avons préparé à Istanbul un énorme document paraphé par le chef de la délégation ukrainienne. Il a apposé sa signature sur certaines dispositions, mais pas sur la totalité. Il a apposé sa signature, puis il a dit lui-même, nous étions prêts à le signer et la guerre serait terminée depuis longtemps, il y a 18 mois. Cependant, le Premier ministre Johnson est venu nous en dissuader, et nous avons raté cette occasion. Bon, tu l'as raté, tu as fait une erreur, qu'il revienne là-dessus, c'est tout. Pourquoi devons-nous nous embêter et corriger les erreurs des autres? Je sais qu'on peut dire que c'est notre erreur. C'est nous qui avons intensifié la situation et décidé de mettre fin à la guerre commencée en 2014 dans le Donbass, comme je l'ai déjà dit, par les armes. Permettez-moi de revenir à l'avancement de l'histoire. Je te l'ai déjà dit. Nous étions justement en train de discuter. Revenons à 1991, lorsqu'on nous avait promis que l'OTAN ne s'étendrait pas. Jusqu'en 2008, lorsque les portes de l'OTAN se sont ouvertes à la déclaration de souveraineté de l'Ukraine, déclarant l'Ukraine État neutre. Revenons au fait que des bases militaires de l'OTAN et des États-Unis ont commencé à apparaître sur le territoire ukrainien, créant ainsi des menaces pour nous. Revenons au coup d'État en Ukraine en 2014. Cela ne sert à rien, n'est-ce pas? Nous pouvons faire des allers-retours sans fin. Mais ils ont arrêté les négociations. Est-ce une erreur? Oui. Corrigé. Nous sommes prêts. Que faut-il d'autre? Pensez-vous qu'il est trop humiliant à ce stade pour l'OTAN d'accepter le contrôle russe de ce qui était il y a 2 ans le territoire ukrainien? J'ai dit qu'ils réfléchissent à la façon de le faire avec dignité. Il existe des options s'il existe un testament. Il existe des options s'il existe un testament. Jusqu'à présent, il y a eu un tollé et des cris concernant la défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, il semble se rendre compte que c'est difficile à réaliser, voire impossible. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela n'arrivera jamais. Il me semble que ceux qui sont au pouvoir en Occident en sont désormais également conscients. Si tel est le cas, si la prise de conscience s'est installée, ils doivent réfléchir à la marche à suivre. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Seriez-vous prêt à féliciter l'OTAN, vous avez gagné et à maintenir la situation là où elle est actuellement?
Vous savez, c'est un sujet de négociation. Personne n'est disposé à diriger, ou pour le dire plus précisément, ils le souhaitent, mais ne savent pas comment le faire. Je sais qu'ils le veulent. Ce n'est pas seulement moi qui le vois, mais je sais qu'ils le veulent. Mais ils ont du mal à comprendre comment procéder. Ils ont poussé la situation au point où nous en sommes. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Ce sont nos partenaires, nos opposants qui ont fait cela. Eh bien, laissez-les maintenant réfléchir à la manière d'inverser la situation. Nous n'y sommes pas opposés. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, l'hystérie, les problèmes intérieurs, tôt ou tard, aboutiront à un accord. Vous savez, cela semble probablement étrange compte tenu de la situation actuelle. Mais les relations entre les deux peuples seront de toute façon reconstruites. Cela prendra beaucoup de temps, mais ils guériront. Je vais vous donner des exemples très inhabituels. Il y a un combat sur le champ de bataille. Voici un exemple spécifique. Les soldats ukrainiens ont été encerclés. Ceci est un exemple tiré de la vie réelle. Nos soldats leur criaient, « Il n'y a aucune chance, rendez-vous, sortez et vous serez en vie. » Soudain, les soldats ukrainiens ont crié de là en russe, un russe parfait, en disant, « Les opposants qui ont fait cela. » Eh bien, laissez-les maintenant réfléchir à la manière d'inverser la situation. Nous n'y sommes pas opposés. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, l'hystérie, les problèmes intérieurs, tôt ou tard, aboutiront à un accord. Vous savez, cela semble probablement étrange compte tenu de la situation actuelle. Mais les relations entre les deux peuples seront de toute façon reconstruites. Cela prendra beaucoup de temps, mais ils guériront. Je vais vous donner des exemples très inhabituels. Il y a un combat sur le champ de bataille. Voici un exemple spécifique. Les soldats ukrainiens ont été encerclés. Ceci est un exemple tiré de la vie réelle. Nos soldats leur criaient, « Il n'y a aucune chance, rendez-vous, sortez et vous serez en vie. » Soudain, les soldats ukrainiens ont crié de là en russe, un russe parfait, en disant, « Les opposants qui ont fait cela. » Eh bien, laissez-les maintenant réfléchir à la manière d'inverser la situation. Nous n'y sommes pas opposés. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, l'hystérie, les problèmes intérieurs, tôt ou tard, aboutiront à un accord. Vous savez, cela semble probablement étrange compte tenu de la situation actuelle. Mais les relations entre les deux peuples seront de toute façon reconstruites. Cela prendra beaucoup de temps, mais ils guériront. Je vais vous donner des exemples très inhabituels. Il y a un combat sur le champ de bataille. Voici un exemple spécifique. Les soldats ukrainiens ont été encerclés. Ceci est un exemple tiré de la vie réelle. Nos soldats leur criaient, « Il n'y a aucune chance, rendez-vous, sortez et vous serez en vie. » Soudain, les soldats ukrainiens ont crié de là en russe, un russe parfait, en disant, « Les Russes ne se rendent pas. » Et tous périrent. Ils s'identifient toujours comme Russes. Ce qui se passe, dans une certaine mesure, un élément de guerre civile. Tout le monde en Occident pense que le peuple russe est divisé pour toujours par les hostilités. Non, ils seront réunis. L'unité est toujours là. Pourquoi les autorités ukrainiennes démantelant l'Église orthodoxe ukrainienne? Parce qu'elle rassemble non seulement le territoire, elle rassemble nos âmes. Personne ne pourra séparer l'âme. Devons-nous terminer ici, ou y a-t-il autre chose? Non, je pense que c'est génial. Merci, Monsieur le Président.